De 18 à mes 28 ans, c'était un poste que j'avais fait il y a 2 ans. Aujourd'hui, j'en ai 30, donc ça fait 12 ans que je suis dans le sport de haut niveau. Comment est-ce que je suis arrivé là-dedans? C'est simplement que j'ai eu un parcours d'athlète élite, on va dire, ou de footballeur élite en centre de formation. Et ce qui me manquait, entre guillemets, c'était bien entendu l'aspect physique. Je jouais contre des mecs à niveau national qui étaient beaucoup plus grands ou plus costauds que moi. Et j'arrivais pas forcément tout le temps à compenser par ma vitesse, mon explosivité, mon intelligence de jeu. Et donc, je me suis vite intéressé vers mes 16, 17, 18 ans à la préparation physique. Et lorsque je me suis fait virer du centre de formation, c'est comme si le chemin était tracé. Je me suis directement dit, je veux devenir préparateur physique. Entre-temps, j'avais déjà commencé le travail en salle de renforcement et en musculation. Je prenais déjà des cours particuliers, des sessions particulières avec des coachs et des entraîneurs. Donc en fait, tout a été plus ou moins fluide. C'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Je suis arrivé à Toulouse, du coup à 18 ans, après mon bac. Et là, en STAPS, j'ai tout de suite eu un déclic. Dès les premières semaines, je me suis dit, je veux devenir préparateur physique, il faut que je fasse la différence dans ce milieu-là et dans ce cursus-là. Et donc, j'ai commencé à envoyer des messages sur LinkedIn, commencé à créer du contenu sur Facebook, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Instagram ou alors très peu. Commencé à créer du contenu sur LinkedIn également, un petit peu sur YouTube, enfin voilà. D'envoyer des CV, des messages à droite à gauche, à différents coachs, entraîneurs, préparateurs physiques. Et je me suis dit, il faut que je prenne ce risque-là en parallèle entre ma licence et plus tard mon master, il faut que j'aille voir des coachs, des entraîneurs, des préparateurs physiques, m'intéresser et m'imprégner de tout ça. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé du coup à lire énormément de livres, à saigner entre guillemets la bibliothèque universitaire, à aller voir des coachs, des entraîneurs, des préparateurs physiques dans d'autres clubs, dans d'autres pays, à droite, à gauche. Ce qui m'a valu pas mal de petits soucis avec des professeurs en licence et en master, hein. Vous savez que quand on fait ça, on est souvent défaillant, tout ça. Mais j'ai eu la chance de passer dans les mailles du filet parce que, comme je vous l'ai mis juste ici, là, si vous suivez ma flèche, entre licence et mon master, j'avais déjà commencé les coachings privés. J'avais déjà commencé à travailler au Toulouse Olympique, puis ensuite au TFC, donc au Toulouse Football Club, sur l'académie, au Pôle Occitanie Handball. Puis ensuite, je suis rentré au Phoenix Toulouse Handball sur le centre de formation. Et puis ensuite, l'équipe de France de rugby, etc., etc. Donc, c'est venu de, de prise d'initiative, de prise d'audace, de prise de risque, de création de contact. Donc voilà, tout s'est fait un peu très rapidement. Et donc, c'est venu comme ça. Et il y a un jour de 2016 qui fut un jour un petit peu révélateur, qui fait que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui grâce à ce jour-là. Je ne saurais plus quel jour exactement vous dire la team, mais c'était un mois de mai 2016. Il y avait l'équipe de France de handball qui était venue en stage à Toulouse au Palais des Sports. Et sans hésitation, je m'y suis rendu pour échanger avec le staff et Alain Catalet, qui était le préparateur physique à l'époque, pour ceux qui le connaissent, qui est multiple champion olympique, multiple champion du monde. Ça devait durer quelques minutes, ça a duré plusieurs heures et quelques semaines plus tard, du coup en mai 2016, comme je vous le mentionne là, il y a Monsieur Philippe Gardan, pour ceux qui connaissent Philippe Gardan, qui a été le capitaine des Barjots en équipe de France de handball, champion du monde, etc., qui m'a contacté, qui m'a appelé. Et il m'a dit, Max, je te propose de prendre le centre de formation et l'équipe professionnelle du Phoenix Toulouse Handball. J'allais faire 21 ans. J'avais pas encore 21 ans. J'étais encore en cursus STAPS. J'avais déjà prévu plein d'autres voyages dans ma tête à l'étranger et en France pour pouvoir m'imprégner, pour pouvoir progresser et m'améliorer. Mais voilà, cette proposition, elle a été un déclic. Et donc, c'est ce que je dis. Merci encore à Philippe pour sa confiance. Ça a été une fierté, c'est toujours une fierté d'avoir été le plus jeune préparateur physique en D1, donc entre Top 14, Ligue 1, Star League, etc. Et donc voilà. En gros, ce qu'on peut retenir, c'est le sens de l'histoire, c'est de rêver grand, d'être audacieux, de travailler dur, de trouver vos passions et de sans cesse vouloir s'améliorer. Améliorer son savoir-faire, mais aussi son savoir-être. C'est hyper important et j'ai fait pas mal d'erreurs là-dessus et pas mal d'apprentissage aujourd'hui. Donc, vous qui êtes là ce soir, les gars, et la team, c'est que quelque part, si vous êtes là, c'est que, un, vous me connaissez. Deux, peut-être que mon parcours, il peut vous inspirer ou il peut vous correspondre et vous pouvez vous reconnaître dedans. Et trois, je pense qu'on a des similitudes et des choses à partager ensemble. Donc voilà, ce que je veux que vous reteniez, c'est ça. Vous pouvez le prendre en photo avec grand plaisir. J'enchaîne. Donc là, en gros, c'était mon passage un petit peu au Phoenix, c'est ce qu'on a fait. Quelques photos un petit peu du club et de ce qu'on a fait. Gentlemate, maintenant, j'y suis rentré
en 2023, du coup, donc après 8 saisons au TFC, au Phoenix Toulouse Handball. Eh ben, deux années un petit peu avant que je donne ma démission au Phoenix Toulouse Handball, il y a des nouveaux projets qui commençaient à éclore, dont celui de Gentlemates, sur lequel j'ai dit oui directement. Je ne suis en aucun cas un gamer de base, mais je me suis dit, le e-sport, c'est un sport collectif. Il y a pas mal de similitudes, je suis sûr, avec le basket, le foot, le handball, le rugby. Donc j'ai foncé. La proposition, elle était énorme. On partait de zéro et surtout de bosser avec des mecs comme Brooks, comme Squeezie, Gotaga. Ça se refuse pas. Donc là, vous voyez quelques aperçus. Gentlemates, en gros, c'est les équipes de Valorant, pour ceux qui connaissent, de Rocket League, de Fortnite, de LoL, donc League of Legends, et de TFT, et également aujourd'hui de Call of Duty. Pour ceux qui suivent un peu Gentlemate, hier, Squeezie, Gotaga ont fait des annonces énormes sur leur Twitch, sur leur YouTube, etc., où il y a Call of Duty qui rentre dans le game. Donc voilà, c'est une aventure énorme que je vais vous partager aussi ce soir. Euh, cette Première vidéo, opportunité, Nathan. vous pouvez la Nathan, c'est un partager Russie, la là. saison dernière, jouait chez Vitality. Il y a du spectacle à voir. Il s'est fait exclure de la team et il s'est retrouvé sans équipe. Il est terrorisant parce Vous qu'il allez est assez comprendre pourquoi. imprévisible dans le game et surtout, il vise extrêmement bien. Ma Là, c'est un deuxième petit peu pour vous amener en opportunité, c'est immersion Logan. C'est un dans le mec qui a fait e-sport. de Vous la voyez culture vraiment que sur ça, Twitter. ça se C'est structure, c'est genre un pro. blagueur de fou. On dirait pas, mais il est méga chill. Il vise extrêmement bien aussi dans le jeu. Logan, il a rejoint l'équipe. Là, c'était les tout débuts, entre guillemets, Troisième de opportunité, Gentlemates et de Payas. l'équipe Valorant. C'est le mec le plus humain et gentil du monde. Et il a un rôle un peu particulier, lui, parce que bah, c'est le capitaine, ça veut dire que c'est lui qui guide les joueurs et qui leur dit la stratégie à suivre. Mais pas qui vous faites, hein. Payas, quand il te fait un câlin, ça va mieux. Ça vaut genre 3 je t'aime de ta maman. Notre quatrième opportunité, c'est Whaler. Whaler a été joueur pro sur Call of Duty. Et il a même joué aux côtés de Gotaga. C'est la version de moi, on a amélioré. C'est le plus calme, c'est celui qui a le plus de sang-froid Bon, en de gros, ce que vous voyez, première je vous passe le opportunité. truc. Je vous passe le truc, mais c'est vraiment pour que vous compreniez un petit peu l'univers et ce qu'on va partager ce soir. Première opportunité, Nathan. Nathan, Là, c'est la seconde, c'est bravo les gars. C'est ça ce qui qu'on est peut mettre en compliqué pour les place gens de ma génération à en tant comprendre, que c'est préparateur qu'on physique, puisse coach et les entraîneur qualifier dans le d'athlètes de e-sport. haut niveau. Pour la plupart des gens, un athlète de haut niveau, c'est un mec balèze, sec, tablette, un athlète. Il y a beaucoup de gens, quand je leur parle, etc., ils me disent, ah ouais, tu joues aux jeux vidéo et tu gagnes ta vie avec ça, ah, c'est trop bien et tout. Mais ils savent pas derrière tout le travail qu'on fait. Analyse, stratégie, le stress, pression. Ça passe aussi par l'entretien de soi-même, en fait. Faire du sport au moins 3 4 fois par semaine, avec des exercices spécifiques à faire. Ils auront des exercices cognitifs pour bien faire fonctionner le cerveau, pour qu'il soit bien concentré. La concentration, ça passe par la nutrition, ça passe par le sommeil. C'est très important parce que c'est une performance, en fait, ce qu'ils font. Moi, dans ma tête, quand j'étais plus jeune, je me suis dit, si je suis pro, je vais trop me kiffer, trop m'amuser, tu vois. Mais je m'amuse pas du tout. C'est genre en mode, tu joues de telle heure à telle heure, et après, tu dois bosser encore après, tu t'arrêtes jamais, tu vois. Faut vraiment, c'est vraiment. Voilà, en gros, donc, pour que vous compreniez un peu, j'arrive pas à faire la suite, c'est super. Ok. Donc vraiment, vous allez vraiment plonger en immersion dans le Gentlemate également. Et du coup, à la liste, c'est le nouveau projet que je vais vous parler, enfin, dont je vais vous parler de l'équipe féminine. Donc, vous allez voir Phoenix Toulouse Handball sur une équipe masculine de Sterling en D1, une équipe d'e-sport et une équipe de football dans un très grand club prestigieux sur le côté féminin. Donc, on va parler un petit peu de tout ça là et essayer de vous donner quelques billes. Pour ceux qui ne connaissent pas Alali, en gros, c'est ça. Il y a l'équipe phare, l'équipe des mecs qui existe depuis une centaine d'années et qui est le plus gros club d'Afrique. Ça, c'est le stade, on va dire, notre stade, le stade du Caire, le stade olympique, avec des ambiances comme il se fait un petit peu dans les clubs comme au Mexique et tout. Donc, vous voyez, tout le monde est en rouge. Il y a une ferveur populaire en Afrique quand on parle du club d'Al-Ahly. C'est une référence. Il y a des gens qui meurent pour ça, en fait. Il y a des gens qui vivent pour ce club, un petit peu comme ça peut être dans les clubs du Milan AC, certains clubs anglais, les clubs au Mexique, en Argentine, le Boca Junior. Enfin voilà. C'est vraiment dans cet environnement que je travaille depuis quelques mois et qui fait vraiment la différence. Alors, on rentre dans le vif du sujet. J'aimerais vous présenter non pas les 10 modules parce qu'on n'aura jamais le temps, mais vous présenter quelque chose qui peut vous intéresser
notamment du module 1, par exemple, où on va parler des profilages, des testings et des standards. Module 2, j'aurai peut-être pas trop le temps de venir dessus sur le monitoring, la charge d'entraînement et la quantification de la charge, mais on va voir. Module 3, tout ce qui est entraînement invisible, environnement externe et marqueurs extrinsèques, on va voir ce que je peux vous partager selon le temps qu'on a. J'aimerais vraiment insister sur celui-là. Le module 4, périodiser, planifier, programmer. Vous verrez. Module 5 également, qui va vraiment être intéressant à vous parler sur la méthodologie d'entraînement, les archétypes, la programmation. Module 6, protocole de prévention, prophylaxie. On va également mettre le curseur et l'accent dessus. Module 7, développement athlétique, prépa physique et performance également. Et après, tout ce qui est module 8, 9 et 10, on n'aura pas trop le temps, mais au moins vous saurez à quoi vous en tenir. Alors, la place du coach, du préparateur physique dans un staff. Ça, c'est des choses qu'on n'aborde pas souvent, mais lorsque vous allez rentrer, je vous le souhaite, pour ceux qui ne bossent pas encore ou qui bossent déjà peut-être, mais qui ont peu d'expérience dans le sport professionnel, on ne parle pas assez en fait des rôles et de la place du préparateur physique. Et moi, j'ai fait pas mal d'erreurs lorsque j'avais 19, 20, 21, 22 ans, même encore aujourd'hui, hein. J'ai fait pas mal d'erreurs en termes non pas de savoir-faire, mais surtout de savoir-être. Et aujourd'hui, ce que je peux vous partager en termes de conclusion, de bilan après 12 ans dans le sport professionnel, c'est que votre savoir-être, il est aussi important que le savoir-faire. Et c'est ce que j'appelle un petit peu le couple heureux. Si votre savoir-faire, vous le développez, vous l'améliorez, j'entends par là, quand je dis savoir-être, c'est vos valeurs, vos principes, votre ADN, que vous soyez quelqu'un de bienveillant, d'honnête, de patient, d'authentique, de passionné, que vous êtes à l'écoute, que vous savez, on va dire, connaître les individualités et les personnalités de chacun et de chacune, vous allez faire la différence. Et moi, les erreurs que j'ai fait au début quand je suis rentré, c'est que vous avez 19, 20, 21, 22 ans, vous avez énormément de compétences parce que moi, à la base, je mettais tout là-dessus, le savoir-faire, le savoir-faire, le savoir-faire, être le meilleur, blablabla. Et au final, eh ben, on s'oublie en chemin. On s'oublie en chemin et comme vous le voyez sur la photo que je vous partage là, je suis le plus jeune sur la photo et pourtant, je travaille avec des pointures et des sommités dans leur domaine. Ou à gauche, là, vous voyez ma flèche, c'était Jacques Miquel, qui était l'ostéopathe de l'équipe de France d'handball pendant plus de 14-15 ans, qui a été multiple champion olympique, champion du monde. Pierre Sébastien, qui est un des médecins les plus connus en France dans n'importe quel sport, hein. C'est lui qui a dirigé, pour vous donner une idée, c'est lui qui a dirigé toute la maison de la performance aux Jeux Olympiques de Paris 2024, là cet été. Donc c'est une énorme sommité. C'est lui qui est à la tête avec Onesta de tout le pôle perf des JO et de l'INSEP. Rémi Calvel, un ancien pro qui est maintenant entraîneur adjoint. Philippe Gardan, dont je vous ai parlé, qui est manager, qui a été manager du PSG, qui a été manager de Chambéry, qui a tout gagné dans sa carrière. Daniel Angelkovic, qui est aujourd'hui le manager du Phoenix Toulouse Handball, avec qui j'ai travaillé 3 ans, qui est un super mec. Et pour vous dire quelque chose, hein, le mec, il a 44-45 ans. On a bossé 3 ans ensemble. 3 fois, il a été élu entraîneur Star League de l'année et donc meilleur staff de l'année. Et à côté, il y a les kinés et Antoine, mon collègue, analyse vidéo, qui sont des pépites également. En gros, pour vous dire, c'est que moi, j'étais le plus jeune et j'arrivais avec pas mal d'enthousiasme, de faim, d'audace. Je voulais montrer, je voulais prouver, je voulais mettre plein de trucs en place. Au final, j'ai manqué énormément de patience et j'ai froissé pas mal de personnes au début, hein. Au début, vous savez, ou quand vous avez un petit jeune qui arrive et qui a faim et qui veut faire bien, mais qui arrive avec trop de choses, trop d'idées, eh ben, ça peut vous mettre des bâtons dans les roues et ça peut être préjudiciable pour vous. Donc vraiment, les qualités de patience, de, de timing, d'amener une idée à la fois et pas tout d'un coup, eh ben, ça, vous l'apprenez avec le temps et moi, j'aurais aimé l'apprendre direct. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Le rôle du préparateur physique, il est clé parce que vous avez également un rôle, on va dire, intime avec vos joueurs, vos joueuses et vos athlètes, où vous êtes le relais entre le manager, les managers, entre les autres coachs et les joueurs. Vous êtes au milieu du triptyque et vous êtes un peu le confident. Et donc, vous avez besoin de créer cette confiance, cette osmose entre tous les éléments du staff et du groupe de joueurs. Donc j'espère que ça, vous allez le prendre en considération. Et à partir du moment où vous allez mettre l'accent sur votre savoir-être autant que le savoir-faire, je peux vous dire que vous allez gagner des mois, des années et vous n'allez pas avoir de bâton dans les roues. Euh, Quand vous êtes préparateur physique, pourquoi je vous partage ces photos? C'est parce que certes, vous allez avoir vos propres méthodologies. Vous allez avoir envie d'amener vos connaissances, vos compétences, vos propres exercices, vos propres méthodes, enfin bref. Mais il ne faut pas oublier que l'ADN du club et le logo du club, et j'ai fait un post sur Instagram il n'y a pas longtemps là-dessus,
rien ne passera au-dessus de l'ADN du club et de tout ce que met en place le staff et le club en lui-même depuis des années et avant que vous arriviez. Et nous, à Toulouse, notre ADN, c'était vraiment l'ambition, le travail, la prise de risque et l'audace. Et en fait, on a construit nos succès, on va dire, et le club, il en est là aujourd'hui où il en est, c'est-à-dire de passer d'un petit club de Star League avec un très petit budget à un club qui a joué quasiment tout le temps la Coupe d'Europe et l'autre tableau ces 6 7 dernières saisons. Non pas parce que on a eu plus d'argent, mais parce qu'on a travaillé beaucoup plus que les autres, on a mis beaucoup plus de choses en place que les autres. Et en fait, c'était notre ADN, de travailler dans l'ombre et de travailler en équipe, toujours en cohésion, avec chaque membre du staff et en partant du président, avec le manager, les joueurs et d'impliquer tout le monde. Le but, c'est que, vous voyez ces photos-là, si vous arrivez à ressentir un petit peu l'ambition, le travail, le dur labeur et la cohésion, eh ben, c'est ça qu'on a voulu mettre en place. Et c'est ça que moi, et c'est ça que vous, quand vous êtes préparateur physique dans un club, vous allez devoir retranscrire au travers de votre propre ADN, de votre propre méthode et de vos enseignements. Et c'est ça qui est super dur en fait. Parce qu'il ne suffit pas d'arriver avec toute la théorie de tous les livres et de se sentir hyper confiant en tant que préparateur physique et de savoir quoi faire. Mais il faut aussi pouvoir s'imprégner des valeurs, des principes de l'ADN de chacun. Là, c'est un peu le contexte. Hein, voilà, je pense. Vous pouvez y avoir, quand on avait battu le PSG, par exemple, on connaît un petit peu l'environnement du Toulouse Handball, Félix Toulouse Handball. Et là, c'était lors de la Coupe d'Europe. On avait battu Benfica à Lisbonne à domicile, par exemple. Donc, c'est un petit peu pour que vous vous imprégniez un petit peu de tout ça. Les classements, vous le voyez, je vous mettais des exemples de classements où ben, Toulouse, pour un budget 13e, 14e, 15e budget, on était toujours dans le top 3, top 4, top 5. Enfin, en tout cas, ces 5, 6, 7 dernières saisons. Et comme je vous l'ai dit, on n'a rien fait de miraculeux. On n'a rien inventé. On a juste suivi le projet du président et on a juste mis en place ensuite toutes les recettes et tous comment on dit ça, nos, notre travail, en fait, on va dire notre travail en symbiose entre le staff et les joueurs. On a vraiment suivi un plan commun, un ADN, on a bâti un projet commun. Alali maintenant. Donc, comme je vous ai dit, Alali, la team, je suis arrivé cet été, un petit peu en urgence et au dernier moment, et très content de rejoindre ce projet encore une fois. Pour ceux qui connaissent, c'est un énorme club, mais sur le projet féminin, on part de zéro. Pourquoi je vous parle de projet féminin? Parce que je suis sûr, et je pense qu'il y en a qui sont à la recherche de travail et d'opportunités. Dites-vous bien que le foot féminin, dans les années à venir, et c'est déjà le cas un peu en Europe, mais dans les années à venir, il va y avoir énormément d'offres d'emploi et de choses à faire. Pourquoi? Je vous dis quelque chose parce que vous le savez peut-être, hein, mais toutes les équipes masculines d'Europe et du monde, je parle dans le foot bien entendu, qui jouent la Ligue des Champions, la Conference League, la Ligue Europa, vont devoir obligatoirement avoir une équipe féminine professionnelle et en D1 s'ils veulent exister au niveau masculin. C'est-à-dire que maintenant, les plus gros clubs, Barcelone, l'Inter de Milan, Chelsea, la Roma, Wolfsburg, l'Olympique Lyonnais, ce que vous voulez, tous ces gros clubs aujourd'hui ont des équipes féminines. Et malheureusement, en Europe et dans le monde, tous les clubs, tous les gros clubs n'ont pas des équipes féminines. Et donc, il va y avoir de plus en plus de grosses équipes féminines qui vont voir le jour. Vous avez vu ce qui se passe au PSG, vous avez vu ce qui se passe au Barça, vous avez vu ce qui se passe au Real de Madrid, vous avez vu peut-être ce qui se passe à Wolfsburg, au Bayern de Munich, à Dortmund, à West Ham, à Chelsea en Angleterre. Ce sont tous des énormes clubs qui ont investi dans le foot féminin. Et là, le club d'Al-Ahly, c'est ce qu'ils ont fait pour le foot féminin. Et aujourd'hui, c'est la première année et la première saison de l'équipe d'Al-Ahly dans le football féminin en Division 1, dans l'Egyptian Premier League. Et le projet, il est énorme. Et donc, je suis très content d'avoir rejoint et j'aimerais vous partager ben, des trucs qu'on a mis en place. Donc voilà un petit peu, vous voyez ici à gauche le staff, ok? Donc avec les physios, docteurs, l'entraîneur assistante algérienne qui parle français et qui fait la traductrice entre arabe et anglais, parce qu'on fait tout en anglais, il n'y a pas de français ici, on fait tout en anglais ou en arabe. Le manager, mon ami et manager Dimitri Lipov, qui bosse depuis 15 ans dans le sport professionnel et dans le football féminin. Il est passé par l'Olympique Lyonnais, le PSG, l'équipe nationale de Russie, les équipes en Chine, où il a tout gagné en Chine, Naples, à Napoli, où il était, et la fédération marocaine de football. Ici, l'entraîneur des gardiens, qui a été un des gardiens emblématiques du club d'Al-Ahly, et ici une analyse vidéo.
et moi-même, d'accord, pour ne pas me présenter, vous me connaissez. Ici, il y a toutes les équipes, enfin toutes les joueuses de l'équipe, pardon, et là, du coup, le staff technique pur et dur. Donc j'avance, mais c'est pour que vous vous imprégniez du contexte, c'est important, sinon je vous parle un petit peu dans le vide. Là, voilà, c'est à quoi ressemble un petit peu le quotidien, ou les jours de match, ou les entraînements, où vous voyez un petit peu en immersion. Partie 1, vous êtes prêts? Si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il va falloir les poser. Alex, comme ça, il pourra me les relayer avec grand plaisir. J'aimerais vous partager quelque chose sur le profilage de testing et standard que j'ai mis en place au Phoenix Toulouse Handball. Et vous allez voir en fin de module, en fin de conférence, je ne vais rien aborder d'Alali parce que, ben, premièrement, je n'ai pas encore le droit, mais deuxièmement, parce que ce sera à jour dans mes formations à venir. Là, tout ce que je vais vous présenter, c'est sur le Phoenix Toulouse Handball en gros et Gentlemate. Donc, au niveau des profilages, on a des fiches types d'entretien. Je vous fais un petit zoom là juste à côté. On a des, avec n'importe quel joueur, joueuse ou athlète e-sport, j'aime bien envoyer des fiches d'entretien au préalable pour connaître la joueur ou le joueuse sur son profil au préalable, sur des renseignements personnels que vous voyez là, des profils de personnalité et caractériels, des profils physiques et physiologiques, que la personne puisse s'auto-noter et se noter. C'est hyper important qu'elle puisse savoir où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'elle en est d'un point de vue de son profil athlétique et non pas que par les tests physiques que vous lui faites faire. Tous les antécédents médicaux, c'est hyper important. Ensuite, j'aime bien demander également tous les objectifs physiques à court terme, moyen terme, long terme. D'autres, ici, qualité physique, notez de 1 à 5. Vous voyez là, de 1 à 5. Ok, j'aime bien demander ça, c'est hyper important. Ensuite, des questions un peu type, du style, le travail physique en salle de muscu est-il nécessaire? Oui, non, parfois au quotidien. Le travail physique spécifique sur terrain est-il nécessaire? Oui, non, parfois. L'entraînement invisible, un suivi nutrition, des créneaux stretching, mobilité, méditation, respiration t'intéresse-t-il? Et en fait, une fois que j'ai ça, une fois que j'ai cette fiche-là, ça me permet déjà d'avoir une cartographie générale avant d'avoir rencontré l'athlète. Et c'est aussi comme ça que je fonctionne avec les athlètes professionnels avec qui je travaille. Ça peut être, ben, enfin, je vous tease un petit peu, mais il y a des joueurs du Barça avec qui je bosse au handball. Il y a des joueurs de l'Atlético Madrid au football, avec, comme Clément Langlais, que je suis depuis un moment. Yacine Brahimi au football quand il était à Porto. Benjamin Nivet quand il était à Caen au football et d'autres athlètes. J'aime bien avoir cette cartographie-là des protocoles et des questionnaires sur le profil, on va dire, typologique circadien ou neurotransmetteur, comme Christian Thibaudeau a pu travailler. Donc ça, ce sont toutes des informations qui vont vous aider à placer vos entraînements au bon endroit, à avoir le bon discours et les bons mots au bon moment avec tel type de personne. Parce que vous allez parler d'une certaine façon le matin avec des joueurs et parler d'une autre façon le soir avec ces mêmes joueurs parce qu'ils ont un profil circadien ou typologique différent. Donc ça, vous pourrez voir hein, ce questionnaire, vous pouvez le prendre en photo et voir par vous-même. Euh, il y a des questionnaires de Braverman, de Cloninger, de Christian Thibaudeau sur le profil neurotypologique. Où là, je vous mets quelques extraits. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais en gros, c'est de savoir est-ce que mon athlète ou mon athlète va être profil dopamine, profil acétylcholine, profil GABA, profil sérotonine. Et du coup, avec ça, je vais savoir, un, comment lui parler, et deux, comment adapter mes séances. C'est-à-dire, si votre athlète, il est profil dopamine, comme moi je le suis, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être tout le temps dans la recherche de la nouveauté, dans la recherche du stimuli, qui va être très performant dans les dominantes neuromusculaires, dans les efforts maximaux, dans les efforts de puissance, dans les efforts en VBT, dans les efforts explosifs, balistiques, pliométriques. À défaut, et auquel cas, par exemple, un athlète en dominante GABA ou sérotonine va plutôt être quelqu'un qui va avoir besoin d'échauffement plutôt long, avec beaucoup de travail de mobilité, de réflexologie, d'automassage, qui va moins réagir, ou moins bien réagir, on va dire, au travail de force et de puissance, mais plutôt mieux réagir au travail prophylactique et hypertrophie, et plutôt ce qu'on appelle des efforts répétés. Donc voilà, en fait, c'est toutes ces informations-là qui sont hyper importantes à prendre en compte. J'avance. Les fiches profilage, voilà ce que j'ai pu mettre en place et ce qu'on a pu mettre en place avec les staffs au Phoenix Toulouse Handball. Je vous en montre une parmi d'autres, mais au début de l'année, on a skippé les tests de force max. Pourquoi? Parce que euh, on savait, enfin, vous savez comme, enfin, vous savez vous et moi que si on fait des tests de force max dès les premiers jours, dès la première semaine, on va avoir des mauvais résultats et donc on va forcément faire progresser l'athlète.
je trouve que c'est souvent de l'ego de faire des tests de force max d'entrée. Et en plus de ça, vous avez des risques d'accumulation et de fatigue périphérique et centrale sur vos tendons, sur vos articulations et sur les fibres musculaires qui vont créer des dommages beaucoup trop précocement et au début de votre préparation et qui, avec les effets cumulés différés, vous peuvent entraîner des risques de blessure. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle des fiches soft, des fiches hard et des fiches builder athlètes. Ici, on est sur la fiche soft test, où vous voyez, ce ne sont que des tests de mobilité, flexibilité. Vous avez vu là, mobilité, flexibilité sur les membres inférieurs. Ensuite, mobilité, flexibilité sur les membres supérieurs. Donc avec les numéros, les détails, les consignes de réalisation, les screenings left, right au full. Full, ça s'appelle quand tout le corps est engagé, en fait, qu'il n'y a pas de mouvement de droite ou gauche. Et ensuite, les notations 0, 1, 2, 3. On a fait la même chose ensuite pour stability, control et balance. OK? On a fait la même chose ensuite pour global core and dynamic strength. OK? Donc, vous avez tous les exercices correspondant à ce qu'il faut pour ne pas, on va dire, créer de fatigue accumulée, de risque de blessure, mais déjà avoir un profil, une cartographie de l'athlète. Et à la fin, le travail vestibulaire avec les balles de tennis ou du travail de réflexe, pour pas citer de marque, hein, mais vous connaissez un petit peu les appareils KX là-dedans. Une fois qu'on a fait ces 24 tests-là, on peut déjà dresser des protocoles et avoir un profil et une cartographie globale. Je vous mets un exemple de ce qui peut se faire. Ça, c'est ce qu'on a fait, par exemple, au Phoenix Toulouse Handball il y a 2 ans. Donc, on passe les 25 athlètes en une matinée, sous 2 heures, où tout est bien organisé. On est trois ou quatre du staff à faire ça et on fait passer tout le monde. Et chacun a sa feuille, on fait confiance à l'athlète. Dans tous les cas, on sait que s'il triche, on le verra parce qu'on connaît le profil. Et voilà ce que Une ça donne. minute en inside pour te partager les batteries de tests que l'on fait lors du jour de reprise dans un club professionnel sportif. Chaque club professionnel a ses propres testing, screening et profilage. Nous avons utilisé beaucoup de méthodologies venant d'Exos, du FMS, du SFMA, du GMC ou du FRC. Et avec le temps et l'expérience, nous avons créé nos propres profilages, batteries de tests et de screening. Tu vas le constater dans la vidéo, on ne fait aucun test de force maximale, de nerveux ou de neuromusculaire le jour 1, sauf conditioning et énergétique. Pourquoi? Car on sait que les résultats ne seront pas bons. Donc pourquoi prendre des risques de fatigue nerveuse centrale, fatigue périphérique, de risques de lésions neuromusculaires et autres, alors que les joueurs vont être testés lors des semaines 2, 3, 4 et 5 de la pré-saison. Du coup, une fois qu'on a analysé et établi chaque profil et cartographie, on peut réaliser ce type de protocole de prévention de blessures pour chaque joueur à faire selon son profil. Pour plus de contenu pro, pense à 1 minute. Voilà un petit peu ce qu'on peut mettre en place. Encore une fois, hein, et c'est pas la vérité, c'est pas parce que je vous présente ça qu'il faut faire ça. Je vous partage mon expérience, ce qui a marché pour nous et ce qui, je pense, peut donner du sens. Mais encore une fois, si vous êtes enfin, s'il y a quelqu'un ici qui veut dire que c'est du bullshit ou que ça marche pas ou que n'y croit pas, il n'y a aucun problème là-dessus. On peut en débattre et chacun a sa conception de la chose. Mon but à moi, c'est de créer ma propre méthodologie en fait, en tant que préparateur physique et head of perf. C'est qu'après 12 ans de carrière, et j'espère faire 20, 30, 40 ans de carrière, c'est que je puisse créer en fait mon propre ADN et ma propre méthode. Donc ce que je vous partage encore une fois, c'est juste mon expérience et vous en faites ce que vous voulez. Si ça vous plaît, tant mieux, je suis le plus content, le plus heureux. Le plus heureux, si ça ne vous plaît pas, on peut en parler, il n'y a aucun problème. Là, c'est la seconde fiche, la fiche hard. Ok, quand je dis hard, c'est parce que ce sont des tests un petit peu plus difficiles. Où vous voyez, on va engager des tests qu'on appelle Global Core and Dynamic Strength avec le poids de corps sur du Nordic Hamstring, du reverse hyper en isométrie, du reverse plank en isométrie, du Superman en isométrie, du rollout en full. Et vous voyez qu'il y a pas mal d'exercices en isométrie. Pourquoi? Parce que c'est très intéressant de travailler en isométrie dès les premiers jours et non pas directement en concentrique pur ou en excentrique pur. L'excentrique pur viendrait au bout des semaines 2, 3, 4. Le concentrique pur plus tard. On en parlera tout à l'heure. Mais voilà ce qui nous semble intéressant. Là, c'est nos protocoles toujours de force max, mais on va travailler la force max de manière isométrique en overcoming. Pour ceux qui connaissent, j'ai déjà fait pas mal de posts Instagram là-dessus et on voit que depuis 1 an ou 2, il y a pas mal de coachs et préparateurs physiques qui font ce type de post-là, à juste titre. Donc, par exemple, je prends l'exemple ici, vous voyez ma souris, barre à vide avec le trap bar. On va se mettre sous les racks. On essaie d'avoir 120 degrés de flexion au niveau du genou qu'on peut mesurer. Et donc, on va avoir les 4 critères de réalisation ici. Position de départ avec l'outil de travail. Exercer la force, la plus forte force et contraction isométrique sous les racks en poussant dans la trap bar.
garder en contact la barre et le rack, et exercer un maximum de force. On peut la mesurer avec un accéléromètre ou simplement avec un chrono, ou dès que le mec et le joueur ou la joueuse relâche la pression par rapport au rack et commence à avoir une tension qui diminue, on arrête le chrono. Et donc là, on peut voir la capacité à recruter, à synchroniser un maximum de fibres musculaires pour votre athlète. Ça, c'est hyper intéressant. Vous pouvez le faire pour le bench press, pour le demi-squat avec la barre sur les racks, pour une élévation avec halter, je ne sais pas si vous voyez bien, une élévation avec halter en isométrie, pour le tirage planche où on garde la barre à vide sous la planche et le trap bar, comme je vous ai dit. Et ça, c'est très important. Ça ne prend pas de temps, c'est simple à mettre en place. C'est très peu risqué niveau métabolique et niveau énergétique et niveau structurel ou même fibrillaire. Et vous allez avoir des résultats vraiment probants. Je vous montre un exemple en vidéo. La vérité, c'est que l'on voit partout cette méthodologie d'isométrie accentuée pour le développement de la force maximale. Elle paraît simple d'accès comme ça, pourtant elle demande énormément de précision, de minutie et de capacité de quantification. Pour plus de contenu pro, pense à t'abonner. Ok, j'ai ouvert le chat comme Max. ça. Ouais, Max, Ouais, s'il te plaît, il y a Alexandre qui n'a pas compris le nom de l'outil utilisé pour la force max lors des tests hard. alors je reviens dessus si mon diapo veut bien. Est-ce que tu parles de cette fiche-là? Le nom des outils utilisés. Ouais, Euh, ah oui, oui. Sur les outils utilisés, ça peut être. Il y a Vitruve, il y a Beast, il y a Gmoer, il y a Duvald, il y a un peu de tout. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Il y a les plateformes de force avec Invent. Il y a un peu de tout exactement. Et ça, j'en parle dans la formation. On n'aura pas le temps de l'aborder ce soir, mais oui, oui. Pour répondre à. Je crois que c'est Tuan et Alex qui demandent. ouais, Ouais, c'est. Tuan, oui. Exactement. Pour l'outil Vald, c'est très bien. En comparaison, pour moi, les top outils, on va dire, d'accéléromètre et de plateforme de force, ben, forcément qu'Invent, mais il y a également Vitruve, Gmoer et Vald, c'est plutôt pas mal. En comparaison avec Beast, que je trouve pas top. Et l'autre, c'est quoi déjà? Push J'ai oublié peut-être? son nom. As-tu déjà essayé Push, Max? Ouais, ce que j'allais te dire, Push, j'aime bien, c'est plus fiable que Beast. Mais voilà, comparé à Gmoer et à Vitruve, je trouve Vitruve, rapport qualité-prix et utilité et fiabilité, reproductibilité, je trouve Vitruve mieux que Push. Mais c'est mon simple avis. Parfait. Puis, pendant qu'on y est, peut-être une ou deux questions. Les normes des tests sont basées sur des études scientifiques ou autres, donc j'imagine un peu ton expérience personnelle. Ouais, ben forcément, il y a l'expérience personnelle, il y a les échanges avec les coachs, il y a la littérature, mais il y a aussi pas mal d'études scientifiques, hein. J'étais un mania et j'adorais saigner, on va dire, PubMed. Et j'en fais encore de la veille scientifique. J'ai pris un peu de recul par rapport à ça parce qu'il faut faire attention avec les études qui sont souvent biaisées et sur des publics novices, amateurs et très loin des modalités et des contextes du sport professionnel. Mais oui, mais dans tous les cas, il faut essayer de trouver la balance et le compromis entre le scientifique et l'expérience. Oui, c'est ça. Et si je peux me permettre, Max, c'est souvent ce que Christian Thibodeau nous mentionne, de prendre parfois les études avec un grain de sel, parce que les études sont souvent faites avec des personnes qui ont très peu d'expérience en entraînement, donc évidemment qu'ils vont Ah, avoir des gains immenses versus un athlète de haut niveau qui s'entraîne depuis 15 ans dans la salle de sport, donc c'est évidemment différent. Prochaine question, ensuite je te laisse continuer, Max. As-tu bien déjà sûr, bien essayé sûr. ces tests avec dynamomètre de type VALD? Ouais, VALD. on va y venir juste après là. C'est pas les mêmes, c'est pas le même que j'ai, c'est Sagita, mais si j'ai le temps là, on en parlera bien sûr. Génial, je te laisse poursuivre. Allez, top à toutes. Et n'hésite pas, Alex, parce que là, je viens d'avoir accès au chat seulement maintenant, mais tu me reprends si jamais il y a des questions. Ouais. Ok, j'essaie de cacher le chat. Ok. Je reviens du coup là et sur les tests maintenant qui s'appellent hop, Builder Athlete. Donc c'est notre troisième batterie. La première, tous les soft tests, la première fiche que vous avez vue, on les fait les premiers, deuxièmes jours de pré-saison. On les fait lorsque c'est loin des matchs et au tout début. On peut le faire proche de Noël, on peut le faire lors de la saison morte et on peut le faire en fin de saison lorsqu'il n'y a plus rien à jouer ou que tout est déjà fait. Ensuite, ce que vous avez vu juste après, il y a les fiches, il y a les tests hard que l'on fait lors des deux et troisième jours de pré-saison. On fait en fin de première partie de saison et on fait en fin de saison. Et là, il y a la fiche que vous voyez maintenant, les fiches Builder Athlète. Et en fait, c'est pas forcément des tests à proprement parler, mais c'est vraiment notre archétype de base et toute notre
méthodologie. Entre guillemets, nos 20-30 premiers patterns ou nos 20-30 patterns primaires vont faire découler plein d'autres exercices et plein d'autres variantes. En gros, en strength, en force, je m'inspire et je me sers uniquement de ces 6 exercices. Le back squat, la traction, lesté, le front squat, le bench, le hip thrust et le tirage planche. Et avec ces 6 patterns-là, j'ai plein d'autres patterns qui vont découler de ça. Si je parle de puissant, juste en dessous, j'ai la fente arrière, d'accord? Le high hand power clean à 60 kg minimum en 3 répétitions. J'ai le back split jerk, j'ai le hips med ball throw et j'ai le chest med ball throw. Ces 5 patterns-là sont ces 5 patterns de référence qui amènent plein d'autres variantes. Vous allez voir juste après. J'essaie de parler super vite parce que vu que j'ai merdé au début, je ne veux pas vous faire perdre du temps. En explosivité, pareil. On a du bounce, on a du lateral bounce, on a du drop jump, du CMJ et du CMJ approach, c'est-à-dire avec élan. OK? Ces 5 patterns-là, j'ai aussi plein d'autres variantes qui en découlent. Et ensuite, en conditioning et speed agility, j'ai le speed en départ trépied, donc footing 5 mètres et accélération. J'ai footing 5 mètres et accélération sur 20 mètres. J'ai le NFL Pro Agility Test, donc départ au 5, je vais au 0, je vais au 10 et je reviens au 5. J'ai le shuttle run en 0,5 mètres en 3 allers-retours. Et j'ai le Stars Agility, j'ai le 30-15 Bushate. Le 30-15 Bushate, j'aime bien aussi utiliser le test yo-yo, le test Australian Shuttle et le Bushate. Ça dépend et ça varie. Mais vous voyez, en fonction de ces 20-30 patterns, il y a plein de choses qui vont découler au niveau de la méthodologie. Je vais vous le montrer, je vais vous le montrer après, pardon. Un principe qui, je pense, parle à certains. J'en parle assez souvent sur Instagram et ça commence à revenir de plus en plus. Et c'est bien parce que c'est hyper important. Avec Instagram aujourd'hui ou les réseaux sociaux, TikTok, tout ça, en tant que coach, si vous êtes jeune coach ici ce soir ou jeune préparateur physique, ou alors que vous êtes préparateur physique avec de l'expérience, mais que vous en avez marre de voir plein de choses, c'est parce que les réseaux sociaux nous font perdre la tête et il faut bien rappeler que le plus important, ça reste la méthodologie de l'entraînement et la capacité à périodiser, planifier, programmer. Et après, une fois que vous avez maîtrisé ça, là alors viennent les capacités de programmation et d'exercice. Et donc, c'est le principe qui s'appelle KISS, que vous connaissez sûrement. Kiss, les amis. Keep it simple and stupid. J'ai pour habitude de rester neutre et mesuré dans la plupart de mes posts, mais ici je vais prendre un parti. On voit énormément de choses sur les réseaux sociaux, de nouveaux exercices soi-disant, de nouvelles méthodologies soi-disant. Les amis, n'oubliez pas le principe KISS, keep it simple and stupid. En préparation physique et développement athlétique, c'est ce que j'essaie de montrer ici sur la vidéo. Basez-vous sur des patterns fondamentaux, des mouvements de force athlétique, donc squat, bench et deadlift, mais également les quelques variantes fondamentales comme le sont pull-up, penley rowing, military press, trap bar deadlift, front squat ou encore floor press. Ajoutez à cela les 3 mouvements fondamentaux d'haltérophilie, snatch, clean and jerk, avec là aussi toutes les variantes. Les amis, avec tout ça, il y a déjà énormément de quoi faire, donc soyons simples et efficients. Pour plus de contenu pro, pense à t'abonner. Bon, déjà, j'ai fait une Peace, les erreur. amis. J'ai fait une erreur en vous parlant de keep it simple and stupid. C'est keep it simple, stupid. Donc, même moi, j'ai fait une erreur. Mais c'est pour vous dire que euh, aujourd'hui, on voit tellement de trucs sur beaux yeux avec des élastiques et un kettlebell qu'il faut essayer vraiment de rester simple et de reprendre les fondamentaux. OK? Et de trouver quel exercice, quel pattern va aller à quel moment. Par exemple, un bench press classique, il a toute sa place à un certain moment de votre planification et de votre programmation. Un développé couché avec un seul halter, il a toute sa place à certains moments et certains timings. Un sprint, pareil. Un sprint avec changement de direction, pareil. Enfin voilà, tous les patterns. J'avance. Les profils forte vitesse, j'aurai pas le temps de l'aborder ce soir, mais on pourra l'aborder en off si vous voulez. Mais tout ça, ce sont des diapos qu'avaient travaillé Pierre Samozino et JB Morin, et où je partage dans ma formation énormément de choses sur les profils fort vitesse. Donc, on n'aura pas le temps de l'aborder ce soir parce que c'est super long et complexe. Il faudrait faire un webinaire à part entière. Mais là, au moins, je vous voyais les quelques diapos, hein. De toute façon, Alex, il y a tout qui est filmé. Vous pourrez prendre des screens et il y a pas de problème. Mais, euh, mais on n'aura pas le temps de l'aborder ce soir. Là, c'est standard athlétique. Standard athlétique, je vais l'aborder rapidement, mais je vais prendre l'exemple de celui-ci. OK, vous voyez, là, je vais cacher ça. Vous voyez que j'avais créé au Phoenix Toulouse Handball par poste, gardien de but, ailier, demi-centre, arrière, pivot, selon les mouvements de force max, en fait, des médailles d'or, des médailles d'argent, médailles de bronze. OK? En gros,
sur le mouvement du hip bridge, par exemple, si mon athlète faisait 4 fois son poids de corps en hip bridge, par exemple, il fait 80 kilos, 4 fois 8, 32, il faisait 320 kilos au hip bridge, il avait médaille d'or. Et là, on sonnait la cloche, on écrivait sur les tableaux, où il avait une récompense, peu importe. Médaille d'argent, bodyweight 3 fois 0,5. Médaille de bronze, bodyweight x 3. Et vous voyez que pour chaque pattern, en fait, je vais tourner les diapos là, pour chaque pattern ici, c'est en force max. Vous allez voir que, ouais, ça ne tourne pas. Ici, je suis en explosivité et plio. Et ici, je suis en speed, velocity et agility. J'ai tous mes chronos, mes timings et mes tempos. Vous pouvez mettre en fait des standards athlétiques. Et là, vous allez avoir des repères en fait dans vos catégories, dans vos sports et pour vos athlètes. Et vous allez savoir à quel moment un athlète il va vraiment performer et toucher la haute performance. Et vous allez voir à quel moment, vous allez savoir avec le temps à quel moment vous êtes dans l'optimal ou dans le maximal. Et c'est ça qui est important aussi. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions juste par rapport à ça? Il y avait une Euh, question de Louis Barret ici, Max. Ouais, Peux-tu préciser les périodes de tes tests soft ou hard, début, intermédiaire, fin de saison et pourquoi cibler ces périodes? ouais, j'en ai parlé mais justement là il y a quelques minutes. Les tests soft, on les fait euh, en début de pré-saison, en fin de phase aller vers décembre et en fin de championnat vers mai, juin, juillet, ça dépend. Mais pourquoi? Parce que c'est simple à mettre en place, ça va vite, il n'y a pas de fatigue accumulée, il n'y a pas de risque de blessure et ça nous donne déjà une cartographie globale. Et surtout, ça permet de retester à chaque fois, de faire des pré-tests et post-tests. Les tests hard, eux, sont intermédiaires. On va les faire juste après euh, de la première semaine, pardon, au bout du deuxième et troisième jour de la première semaine. Ça, c'est intéressant. Ça n'induit pas de fatigue. On rentre souvent dans le concentrique pur, dans le postural, dans le gainage. Et c'est là où on va voir qu'il y a des faiblesses au niveau du rachis lombaire, au niveau du corps, du transverse, de la position statique. Et avant d'entamer les mouvements d'haltéro, de force athlétique, le travail sur terrain, le conditioning, c'est essentiel. Et après, tous les tests, on va dire, euh, builder athlète, eh ben ça, je les utilise dès la semaine 2 et après durant toute l'année, en fait. Durant toute l'année, mais avec des variantes différentes et des archétypes différents. Voilà, en gros. C'est OK, Prochaine j'avance question, comme oui, prochaine ça. question, Max. Christopher qui nous pose comment connaître ou choisir les résultats au niveau des médailles. Donc, exemple, tu mentionnais le 4 fois bodyweight au hip bridge, des choses comme ça. Comment Ouais. tu es arrivé à 4 fois, ça donne la médaille d'or et 2 fois, 3 fois, ainsi de suite? Alors, tu vois là, je suis sur la. Enfin, vous voyez, pardon, je suis sur la diapo Speed Velocity. OK? Eh bien, ça, c'est de la lecture. J'ai saigné des livres et des livres de. Ben, Alex, tu connais, hein, de Charlie Francis et de tous les livres et les ouvrages qui sont anglo-saxons, parce que je ne vais pas vous cacher que je suis très, très anglo-saxon, États-Unis, et, Canada, et plutôt méthode de l'Est que européen. Donc, saigner, on va dire, lire énormément là-dessus. Ensuite, la pratique personnelle, les échanges et ensuite recueillir des datas des sportifs. Par exemple, là, les datas pour les handballeurs, c'est avec Olivier Morelli, avec mes potes au PSG, à Chambéry, à Nîmes, à Nantes, où on s'est recueillis et on a partagé nos résultats entre nous. Ce qui fait qu'on a pu proposer, j'ai pu proposer ces standards athlétiques. Donc, c'est fiable à 90-95%. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est beaucoup de recherche, en fait. On n'a pas pondu des chronos et des datas comme ça, quoi. Génial, merci. Avec plaisir. Très bonne question, en tout cas, Christopher. J'avance. Partie 2. Désolé, mais ça, c'est quelque chose, un module qui est très boring, qui est très ennuyeux, on va dire. On va le sauter ce soir, sinon je vais vous perdre. Déjà que vous m'avez laissé la chance de pouvoir vous reparler avec tout le souci qu'il y a eu au début, mais on n'aura pas le temps de le faire ce soir, mais pour ceux qui sont intéressés, ce sera accessible. Je partage, entre guillemets, tout le travail sur les GPS, comment gérer le wellness, les RPE, les marqueurs subjectifs et objectifs. Comment gérer des plateformes comme Catapult, XPS, Polar, etc. Mais là, on n'aura pas le temps d'aborder tout ça. Je vous fais juste défiler quelques diapos. Ça, c'est des extraits de ma formation Immersion Club Pro, où dans les vidéos, comme je fais là, face cam, je vous explique tout ça. Mais là, désolé, on n'a pas le temps, il y a mieux. Tout à l'heure, il y a quelqu'un dans le chat qui parlait de VALD ou d'un dynamomètre. Là, c'est des vidéos sur des dynamomètres, mais sur Sagitta. En fait, Sagitta, pour le dynamomètre. Fatigue nerveuse ou fraîcheur nerveuse, relation au taux de testostérone ou encore indicateurs et marqueurs subjectifs de risque de blessure. C'est tout le rôle du dynamomètre et je t'explique tout en description. Pour plus
Ok, le dynamomètre, ça fait maintenant 8 ans que je l'utilise. Et avec Fred Marcerou, pour ceux qui le connaissent, on était un des premiers en France à l'utiliser. Fred l'utilise très très bien aussi de son côté dans le rugby. Et maintenant, il est arrivé dans le hand. Bref, le dynamomètre, le grip test, ça nous donne énormément de données, data sur l'indice et la fraîcheur nerveuse. Même sur les filles, ça marche super bien. On voit qu'il y a énormément de relations entre les périodes de règles, les périodes prémenstruelles, les périodes d'ovulation et les risques de blessures. Une fois qu'on a 5, 10, 15% de baisse sur 2 à 3 semaines du dynamomètre, il y a des alertes qu'on déclenche, nous, dans mes monitorings et dans mes suivis, pour dire attention, il y a risque de blessure. À chaque fois que j'ai eu un blessé, grave, on va dire, au moins un mois d'arrêt ou au moins un mois out ou d'indisponibilité, il y avait toujours, ou au moins dans 90% des cas, une corrélation directe, une corrélation objective avec les marqueurs du dynamomètre. C'est-à-dire que, je dis une bêtise, vous faites vos dynamomètres, nous on le faisait 2 à 3 fois par semaine le matin, J-5, J-3, J-1 du match. Euh, Dès qu'il y avait 10-15% de baisse significative et continue pendant 2 à 3 semaines du grip, au bout de la troisième ou quatrième semaine, en général, il y avait blessure. Et c'est pareil pour les filles qui sont en période de règles. On voit qu'il y a 10-15% de baisse lorsqu'elles sont en période de préovulation et en période de règles le premier jour ou deuxième jour. Et donc, ça nous donne vraiment des indicateurs sur la fraîcheur nerveuse, la disponibilité nerveuse. Et donc, si vous avez prévu une séance qui était hard pour la joueuse ou pour le joueur, ça vous permet de réguler dans l'instant T et d'éviter peut-être, pourquoi pas, de péter un ischio ou un épaule ou quoi en pleine séance de muscu ou sur terrain. Donc, c'est pas la méthode ultime et la méthode miracle, mais moi, c'est un outil que j'utilise depuis des années et qui me donne des données plus ou moins fiables à ce jour. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider et que vous puissiez l'utiliser. Pour un ordre d'idée, euh, le dynamomètre, ça coûte, en tout cas Sagitta, hein, pas les dynamomètres gris qu'on voit tout pourris sur les réseaux sociaux, mais celui-là, il vaut aux alentours de 300-400 euros, allez, 500 euros grand maximum. Le Vald, je crois qu'il est un peu plus cher, je pense qu'il est autour de 700 euros, mais je ne suis pas sûr, ça à vérifier. On a eu une Euh, question, Max, par rapport ouais. à ce que tu viens de dire au niveau du blessure. Qu'est-ce que tu mets en place pour prévenir, pour éviter justement une blessure quand tu te rends compte d'une baisse par rapport à ce Ouais, test? de cette baisse, par exemple, ben, sur le dynamomètre, Ouais. ouais, c'est surtout essayer de voir est-ce qu'il faut voir est-ce que l'athlète est-ce qu'il est en désentraînement ou est-ce qu'il est en surentraînement déjà? Est-ce que c'est un surentraînement chronique? Est-ce que c'est un surentraînement aigu? Est-ce que c'est un désentraînement chronique ou aigu? Il faut déjà voir ça et ça dans l'immédiat et on fait ça comment? On fait ça avec toutes les analyses des GPS, des polars, les analyses des marqueurs subjectifs, donc les wellness, les RPE, les contraintes, les monotonies, tout ça. Et on fait un meeting aussi avec lui ou elle pour voir si elle n'a pas des problèmes de famille, des problèmes avec son conjoint, sa conjointe, si elle n'a pas une blessure cachée. Enfin voilà. Et ça, on le fait dans l'immédiat, c'est-à-dire dans le jour ou dans les 2 jours qui suivent ces données-là, quoi. Et ensuite, après, on essaye de réguler l'entraînement ou justement de mettre plus d'entraînement. J'ai une question de Paul. En football, il serait pas plus intéressant d'utiliser des MVC pour le quadriceps? Ouais, c'est un bon marqueur. Je sais plus quelle boîte fait ça. C'est la boîte de mon. Enfin, je sais que mon collègue Valentin Caudron, qui, pour ceux qui connaissent, qui est dans le foot, euh, il nous propose cette machine-là. Et ils étaient venus nous le faire tester au club. C'est grave intéressant. Ouais, voilà, c'est Miosen, exactement. C'est grave intéressant, mais c'est très très long à mettre en place. En gros, Miosen, pour vous donner un ordre d'idée, vous asseyez vos athlètes sur une table, ok, ils sont en position comme de leg extension, ok. Vous allez, comment on va dire ça, mettre des capteurs et des marqueurs, on va dire, sur les quadriceps et mettre la jambe dans des espèces pas de tubes, mais d'écrous. Vous allez visser autour et en gros, la jambe est bloquée et ça va demander à votre athlète de contracter en isométrie très fort. Et en gros, ces capteurs après, ces capteurs myocènes, ils vous donnent des indices de fatigabilité, de contractibilité, etc. Je vous schématise le truc, mais c'est très intéressant, mais c'est très très long à mettre en place. C'est très expansif, pardon, c'est très cher. Mais si vous avez 30 athlètes à passer ou 25 ou 40 athlètes, bah, il vous faut 3 4 machines, il vous faut 15 20 30 minutes. Donc c'est un super outil, mais qui serait très très intéressant dans les sports individuels ou dans les sports où il y a très peu de joueurs et joueuses. Donc voilà. Mais c'est ça, Paul, c'est Miosen exactement. J'enchaîne. Partie 3.
Entraînement invisible, on n'aura pas trop le temps. En gros, c'est tout ce qui est euh, nutrition, tout ce qu'on met en place pour les athlètes d'un point de vue nutrition, d'un point de vue collation, d'un point de vue ben, snack, etc. On n'a pas trop le temps de l'aborder là, mais de toute façon, vous l'aurez en vidéo. Là, je passe assez rapidement, mais vous pourrez prendre des screens. Là, c'est tous nos protocoles de récupération. Voilà, on n'aura pas trop le temps de le voir là, mais c'est dans la formation immersion. Le module 4, par contre, là, oui. Accrochez-vous. Il est 21h20 chez vous. Cette diapo, elle est très importante, la team. Il y a beaucoup de coachs préparateurs physiques qui ne comprennent pas ou n'arrivent pas à comprendre ou à assimiler les différences entre périodiser, planifier, programmer. Planifier, vous voyez vraiment ça, pardon, périodiser, vous voyez vraiment ça comme le long terme. Planifier, vous voyez ça comme le moyen terme. Et programmer, vous voyez ça comme le court terme. En gros, qu'est-ce que périodiser? C'est l'ensemble temporel global défini par un découpage des périodes et division des unités de temps. En gros, c'est toutes les échéances et les calendriers civils et saisons. En gros, périodiser, c'est quoi? Vous prenez le calendrier de l'année, ok, avec les jours off, les matchs à tel moment, les périodes de fête et date FIFA, date off, date internationale. Et en gros, vous avez une cartographie, une vue d'ensemble de votre année, de votre saison. Et là, vous allez périodiser. C'est ça, en fait, c'est le macro. OK? Ensuite, vous avez le terme planifié. Le terme planifié, c'est le moyen terme. Là, c'est l'organisation des obstacles à franchir pour atteindre les objectifs par différentes élaborations des plans d'action, donc macro et méso. Ce sont toutes les stratégies et plans d'entraînement. En gros, ce sont toutes les méthodologies que vous allez mettre en place. Et là, on est sur, non pas le macro, mais on est sur le méso. Pour rappel, le macro, ça va du cycle olympique, ok, donc c'est 4 ans, jusqu'à 1 an ou 8 mois, 6 mois grand maximum, ok? Ça, c'est le macro, c'est la périodisation. La planification, c'est de 6 semaines à 6 mois, on va dire, ou 6 semaines à 3 mois, ok? Ça, c'est du méso. Et ensuite, vous avez la programmation. La programmation, c'est le court terme. En gros, c'est quels exercices, quelle méthodologie vous allez mettre au sein de votre séance et au sein de votre programme. Quel type de pattern vous allez utiliser. C'est ce qui se fait dans le micro et même dans le nano. Dans le nano, c'est le quotidien. OK? Et donc ça, c'est la programmation. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera, mais je vous laisserai relire à votre aise. J'avance. Ça, c'est différents procédés, périodisés, planifiés, programmés. Voilà pour un. Là, j'espère que vous voyez bien. Je bouge à chaque fois le chat, mais je pense que vous voyez bien comment ça se présente. En gros, là, la séance à gauche, c'est tout ce qui est nano. OK? C'est au jour le jour. Tout ce qui est micro, c'est là. Micro, c'est entre 2, 3 jours et 10 jours. Tout ce qui est méso, c'est entre 2 semaines et 3 mois. Et tout ce qui est macro, c'est entre 6 mois et 1 an. Et ensuite, vous avez l'olympique. Donc, comme ça vous donne un ordre d'idée. Et une fois que vous maîtrisez tous ces fondamentaux-là, vous allez où vous voulez. J'avance sur. Ça, c'est un exemple de la pré-saison, la planification, donc la périodisation, la planification et la programmation de toute la pré-saison, donc des 7 semaines de pré-saison qu'on avait eu au Phoenix Toulouse Handball en jouant la Coupe d'Europe l'année dernière ou il y a 2 ans. Et là, vous voyez, ben, je vous détaille tout. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, sinon ben, je vais vous retenir jusqu'à minuit ou 1 heure du matin. Ce n'est pas le but non plus. Mais vous pourrez prendre des screens. Mais là, vous avez tous les marqueurs, tout ce qu'on souhaite comme timing et date et comme qualité physique à développer selon les dates. Je vous prends un exemple. Ça se lit de manière verticale. Donc, suivez ma souris, OK? Ça se lit de manière comme ceci. Donc, par exemple, la semaine 1, la semaine 2 et la semaine 3, je suis dans le premier mésocycle. La semaine 4, je suis dans un microcycle de deload. OK? C'est pour ça que je le mets en jaune. Le cycle numéro 3, c'était aussi un mésocycle de 2 semaines. OK? Et le dernier, avant la compétition, c'est un microcycle de transition, d'intensification, d'affûtage, appelez-le comme vous voulez. OK? Et si je fais retour en arrière, est-ce que vous voyez ma souris là? Vous voyez ma souris ici, j'ai détaillé dans tous les process. Les premiers cycles, on va dire les 3 premières semaines, on est sur extensif, accumulation et intensification. Ici, on est sur deload et adaptation. Ici, on est sur transmutation en extensif et en intensif spécifique. Et là, on est sur deload et intensité avec des rappels flash et du microdosing. OK? Donc tout ça, c'est des termes que sûrement vous connaissez, ou si vous ne connaissez pas, que vous avez dans la littérature et dans mes formations et ce que je propose.
Donc, c'est hyper intéressant et hyper important à maîtriser. Je réavance parce que vous allez voir. Vous voyez là, en haut, on est sur la planification. Et si on descend encore, donc là, c'est le détail entre guillemets de toutes les méthodes que j'utilise semaine après semaine, ok, dans ma pré-saison. Je vous prends un exemple, pardon. Au bout de ma troisième semaine, là, dans mes axes dominants de travail en muscu, ben, je vais travailler en bilatéral et bipodal. Tous les mouvements de testing et standard athlétique, beaucoup d'excentriques, des mouvements en pull et en push, beaucoup de force maximale et même de force supramaximale et d'isométrique max. Quelles sont mes méthodes de travail en musculation? Eh bien, je vais utiliser les méthodes d'haltérophilie avec des mouvements complets, les mouvements rois de force athlétique, les mouvements hanche, en genou, en tirage et en poussée, des méthodes comme le 5-3-1, le 3D1 ou le cluster et l'isométrie maximale en overcoming. Voilà. Qu'est-ce que je vais utiliser en axe dominant, toujours dans ma semaine 3, en conditioning, en énergétique? Je vais travailler sur le parquet, je vais travailler en côte, dans les escaliers, avec des crawlers et des sleds et des traîneaux. Je vais commencer à intégrer des duels de force. Je vais commencer à intégrer des duels en puissance sur le terrain, en 1 contre 1, en 2 contre 2, etc. Je vais travailler sur du repeat speed ability, donc des sprints longs en répétition. Et je vais travailler sur de l'ESD, c'est-à-dire du conditioning, donc de l'énergétique système développement. C'est ça l'ESD sur du MB. MB, c'est Medicine Ball. Et SB, c'est Slam Ball. Voilà. Et qu'est-ce que je mets ensuite en place comme méthodologie concrète sur le conditioning? Eh bien, toujours dans la semaine 3, ça va être les tests VMA, VMI et PMA. Ça va être du travail de pied, du stiff et de rebound. Ça va être des transferts en pliométrie. Ça va être du travail de Medicine Ball, le Slam Ball et d'enchaînement avec du crawler. Les power bands également. Et voilà, en gros. Et donc, vous voyez, une fois que j'ai ça, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai une fois que j'ai ma périodisation et ma planification, eh ben, je vais rentrer dans, vous voyez ma flèche ici, j'entoure là, je vais rentrer dans le micro. Et dans le micro, c'est-à-dire que je vais encore plus détailler. Je vais détailler vraiment les contenus et les contenants de toutes mes méthodologies d'entraînement. Et là, si on descend, vous voyez que selon toutes les qualités physiques, vous voyez qu'à droite, il y a les graphes. Tout ce qui est en rouge, c'est mes efforts dynamiques. Tout ce qui est en gris, c'est mes efforts répétés et mécaniques. Et tout ce qui est en bleu, c'est mes efforts maximaux. Et là, je détaille semaine après semaine quel type de méthode et d'exercice j'utilise. Donc vous allez peut-être me dire que je suis un fou, ou alors vous allez peut-être me dire, ouais, ben, c'est banal, je fais pareil, et tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois que vous avez ça, vous avez 80% du job qui est fait. Une fois que j'ai fait tout ça sur ma pré-saison, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Juste à créer mes séances. Et en fait, je sais où je vais. Et j'ai déjà tout qui est drivé. Et dans mon année, c'est pareil. Une fois que vous avez déjà périodisé périodisé et planifié, pour programmer après, c'est hyper simple. Et je vais vous montrer comment est-ce que j'ai rendu mes trucs hyper simples. Bon, ça, je passe, mais en gros, c'est le détail encore plus de l'entraînement invisible, de mes créneaux de méditation, de respiration, de bain froid, de récup, tout ça. Et après, j'ai toutes mes données chiffrées. Je sais combien j'ai fait de séances selon quelle taille, quelle qualité physique à tel moment. C'est hyper important. Ça, je passe, c'est les méthodes de surcompensation, parce que je dis dans ma formation que c'est remis en cause et j'explique pourquoi. Là, c'est les méthodes ondulatoires et polarisées. On n'aura pas le temps de l'aborder ce soir, mais c'est vraiment très important. Une fois que vous aurez maîtrisé la planification par bloc, là qui est sur cette slide, la planification ondulatoire, la planification polarisée, vous allez vous balader. Je ne veux pas dire que l'entraînement va être un jeu d'enfant, mais ça va vous débloquer des schémas de pensée et ça va vous ouvrir des portes. Ça, je passe, c'est la table de Baroga, tout ça. Je rentre sur le module 5. Est-ce que, avant de rentrer dans le module 5, il y a d'autres questions? Alex, est-ce que ça va ou est-ce que je vais trop vite? Est-ce que c'est nul? Est-ce que je perds tout le monde? C'est loin d'être Qu'est-ce que nul, je te rassure, c'est vraiment, vraiment très intéressant, Max. Je pense que personne n'a quitté depuis le début, donc je crois que les gens sont très Bon, tant mieux. intéressés. Donc, on peut continuer. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à les présenter, à les inscrire dans le chat. Et pour répondre à une question qui est déjà arrivée, la reprise va être disponible sur notre chaîne YouTube à partir Bien de sûr. ce soir, heure du Québec, donc probablement demain matin pour vous, les gens en France et en Europe. Donc, je vais m'occuper de tout ça ce soir et ça va être disponible gratuitement sur YouTube et je vais envoyer le lien, évidemment, à tout le monde. Putain, je savais pas que tu allais mettre ma sale tête sur YouTube, merde. Oui. C'est pas grave. Lucas, est-ce que tu as une minute pour donner les grandes lignes de l'ondulatoire? Oui. L'ondulatoire, en gros, c'est très complexe. Une minute, on va essayer de le faire.
vous avez deux choses dans l'ondulatoire. Vous avez l'ondulatoire dans le cycle et vous avez l'ondulatoire dans la séance. Qui a inventé l'ondulatoire? C'est les méthodes anglo-saxons. Toutes les méthodes canadiennes, américaines et, je ne vais pas dire allemandes, parce que c'est un peu de l'Est, mais toutes les méthodes anglo-saxons, c'est eux qui ont popularisé, on va dire, les méthodes ondulatoires. Charles Poliquin, Thibodeau, Weiss, enfin bref, il y en a plein. Travis Mash, il y en a plein. Euh, En gros, l'ondulatoire, c'est faire varier le nombre de séries, le nombre de répétitions et l'intensité dans un cycle. Je dis une connerie et je vais reprendre l'exemple, comme ça tu vas peut-être mieux comprendre. Voilà. Par exemple, ça c'est extrait de Christian Thibodeau. Christian Thibodeau, il l'avait aussi mis en avant. Vous voyez tous ma flèche. De l'ondulatoire dans le programme. D'accord? Donc ça peut être du 18-6, 18-6, ça peut être du 6-4-2, 6-4-2, en répétition, je parle. Ça peut être du 5-3-1, 5-3-1, ça peut être du 7-5-1, 7-5-1, ça peut être du 3-2-1, 3-2-1. Le fait de onduler, ça veut dire que vous allez jouer avec des fourchettes et des waves. Ça, c'est très intéressant. Et vous pouvez le faire dans votre cycle, c'est-à-dire par exemple sur 6 semaines. Semaine 1, 4 séries de 10. Semaine 2, 5 séries de 8. Semaine 3, 6 séries de 6. Semaine 4, 7 séries de 3. Enfin, tu vois, là, vous voyez, je schématise. Ça peut être dans la séance également. Dans la séance également, ça peut être, par exemple, vous allez faire des méthodes ondulatoires sur le squat. Par exemple, tu vas faire 5 séries. Tu vas faire 5-3-1, 5-3-1. 6 séries, pardon. Ça peut être de l'épaulé. Tu vas faire du 3-2-1, 3-2-1. Ça, c'est des méthodes bulgares, c'est des ratchet waves. Tu vas faire, je sais pas, du 7-5-1. Dans le 7 répétitions, tu vas être sur l'hypertrophie fonctionnelle, on va dire, ou structurale. Dans le 5, tu vas être sur la force max ou force optimale. Et dans le 1, tu vas être dans la force max. Donc en fait, c'est jongler et onduler entre les différentes qualités physiques, les séries et les répétitions. Et c'est ça l'ondulatoire. Et une fois que vous l'avez maîtrisé, pour vous-même et dans vos pratiques personnelles, vous allez pouvoir l'appliquer sur des athlètes. Mon avis, et c'est encore une fois, c'est mon retour d'opinion, n'utilisez pas l'ondulatoire et le polarisé sur des athlètes et des sportifs débutants ou amateurs. Privilégiez les méthodes par bloc, traditionnelles, linéaires. C'est beaucoup plus simple, vous allez avoir des résultats, ne vous en faites pas, et il y a moins de risques. Pour utiliser le polarisé et l'ondulatoire, ce que je vous préconise, et encore une fois, c'est un conseil, mais vous en faites ce que vous voulez, c'est de super bien connaître vous-même les méthodologies, mais de super bien connaître votre public. Il faut que ce soit un public qui est minimum intermédiaire, voire avancé, voire élite. Est-ce que Lucas, ça a répondu plus ou moins à ce que tu demandais? Ok, parfait. Alors, il y a deux autres questions. On dit le pourcentage de force max pour... le pourcentage de RM. Vous voulez qu'on débatte là-dessus ou pas? Bon, Euh, on n'est pas beaucoup en France à le mettre en avant, mais il y a mes potes de training thérapie, Thomas, qui fait ça sur la partie kiné, et moi qui essaie de le faire. Mais le pourcentage de RM, on apprend tout ça en STAPS, en BPGEPS, tout ça, et c'est pas à jeter, attention, hein. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a bien d'autres méthodes qui sont tout aussi fiables et voire plus fiables pour connaître la force optimale, la force relative, la force maximale. J'entends par là que le pourcentage de force max pour choisir les charges, il est bien, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout le travail avec le VBT, Velocity Based Training, donc avec les accéléromètres, avec la vitesse de barre, avec les watts, donc le power. Il y a d'autres aussi calculs et techniques pour connaître ça. Mais si vous utilisez seulement, parce que vous n'avez pas le moyen financier ou pas les infrastructures, que vous utilisez seulement le pourcentage de la charge, donc 70% de ton RM ou 80% ou 60%, peu importe, c'est pas faux, c'est pas nul. C'est juste que il y a d'autres méthodes aujourd'hui qui permettent d'aller plus loin et plus vite. Donc, pour répondre à ta question, Julien, on peut l'utiliser, mais il y a mieux aujourd'hui. Euh, Alan, tu mets quelle différence entre l'hypertrophie sarcoplasmique et structurelle? Aujourd'hui, les termes, ils sont, et ça peut vous intéresser. Moi, j'utilise encore les termes sarcoplasmiques ou fibrillaire fonctionnel, mais c'est juste pour moi. Parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est remis en question, on sait que c'est faux, entre guillemets. Mais en gros, grosso modo, ce qu'on va t'apprendre en STAPS et en BPGEPS, par exemple, c'est que l'hypertrophie sarcoplasmique, d'accord, ça va être l'hypertrophie mitochondriale avec l'afflux sanguin, ce qu'on appelle le pump, ce qu'on appelle l'hypertrophie un peu de bodybuilder. Donc entre 12 et 15, 12 et 20 répétitions, à 60% de ton RM si tu veux. L'hypertrophie myofibrillaire, elle va plutôt être structurale au niveau de la fibre musculaire en elle-même, entre 6 et 8, 6 et 10 répétitions à 70-75% de ton RM. Et ensuite, tu as l'hypertrophie fonctionnelle,
qui, elle, est peut-être aux alentours de 4 à 6 répétitions, 80-85% de ta RM. Mais encore une fois, ce n'est pas une science exacte, c'est interindividuel et ça dépend de tout le monde. Voilà en gros. J'avance, Julien, sinon on va perdre tout le monde. Ok, tac, 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 on en était là. Voilà. Là, j'aimerais bien vous parler de ça à la team. Prenez des notes, posez vos questions. Je pense que là, ça va vous intéresser le plus. J'en parle souvent ou quelquefois, on va dire, dans mes stories sur Insta, et c'est quelque chose que je vends qui s'appelle le big répertoire. Il y a 4 5 ans, même plus que ça, j'étais comme vous, perdu entre les réseaux sociaux, perdu entre les livres, pressé par le temps, où je me disais, comment est-ce que je vais m'en sortir avec tous les exercices qui existent dans le monde et dans l'univers de la préparation physique et de l'entraînement pour trouver quel exercice, à quel moment, selon quel athlète et selon quel pattern. Et donc, il y a 4 5 ans, j'ai commencé à créer ce que j'appelle aujourd'hui et ce que je vends sur Internet, hein, le big répertoire. Aujourd'hui, j'ai répertorié plus de 2000 exercices en photo selon la mobilité, le conditioning, l'hypertrophie, le bodybuilding, la force, le neuromusculaire, la pliométrie, la puissance, bref. J'ai répertorié, catégorisé, trié et orchestré plus de 2000 exercices. Je vous fais part ici de quelques extraits. Ok. Par exemple, là, c'est tout le travail de mobilité active. Ok. Vous voyez, si vous suivez ma flèche, c'est tous des posters que j'ai. Par exemple, mon poster A, donc dans mon big répertoire, mon poster A, c'est les automassages. Mon poster B, que vous voyez là à l'écran, c'est tout ce qui est mobilité. Par exemple, B1, j'ai tout ce qui est en mobilité de poignet et main. En 2, tout ce qui est mobilité en bac, dorsale et pelviane. En 3, tout ce qui est au niveau des hanches, comment dire en français, fessiers et psoas. En 4, j'ai tout ce qui est ankles, calves and hamstrings. En 5, j'ai Dynamic Movement Preps. Ok, donc ça dépend vraiment de tout ça et j'ai tout catégorisé par ligne et par colonne du 1 au 10 ou du 1 au 12, c'est-à-dire du plus simple au plus complexe. Et en gros, chaque poster dans mon big répertoire, ben, si vous suivez ma flèche, par exemple, un athlète débutant qui veut travailler en mobilité, qui veut gagner un peu en souplesse, en flexibilité, je vais lui faire travailler tous les exos, là, que vous voyez que j'entoure là, avec ma flèche, entre 1 et 3. OK? Un athlète intermédiaire, plutôt tous les exercices entre 4 et 6. Et un athlète confirmé, ben, tous les exercices entre 8 et 10. Et en fait, j'ai fait ça pour chaque poster. Donc là, vous allez me dire, ben, Max, t'es un grand fêlé, t'es un malade et c'est génial. Et d'autres qui vont peut-être dire, ben ouais, j'ai fait pareil, je suis dessus aussi et ça prend du temps. Et en effet, ça prend du temps. Moi, ça m'a pris 3 4 ans, mais je suis encore dessus aujourd'hui, à le peaufiner, à l'améliorer à chaque fois. Mais en gros, ben, il faut se filmer, il faut prendre des photos, il faut faire des tournages vidéo, il faut faire des montages. Il faut prendre des livres aussi, si vous n'avez pas le temps de vous filmer, prendre des livres, prendre des photos, puis vous les envoyer et faire des montages. Enfin voilà. C'est un gros micmac à faire, mais une fois que vous avez ça, vous gagnez un temps de fou dans la conception de séance. Donc là, j'ai les exercices en photo. Là, j'ai tous les exercices en vidéo. Vous pouvez retrouver sur mon Instagram. Donc, il y a tout sur mon Insta. J'ai la même chose pour, vous voyez, là, tous les mouvements skills, ce que j'appelle ça. Les travails d'avant-bras, le travail de jonglage, le travail de gymnastique, le travail de jeu. Donc, j'ai tout qui est là, classé. Donc voilà, avec des vidéos, vous pouvez trouver sur mon Instagram. Sur mon Insta, il y a tout, hein. Il n'y a rien qui est payant, il y a tout qui est gratuit. Vous pouvez les télécharger, vous pouvez faire des screen écrans, c'est pour vous. Euh, Taux de testostérone. j'ai ensuite tout le travail de pied. Donc là, vous avez tout le travail de pied qui est classé. Vous voulez faire une réathlète cheville ou une prévention de cheville, il y a tout qui est là. Enfin, en tout cas, moi, je me sers de tout ça. Pareil, il y a toutes des vidéos pour la périostite et l'entorse de cheville sur mon Insta. J'avance, hein. Par exemple, je vous en montre une, là, par exemple, pour l'entorse de Entorse de cheville. cheville à répétition, ça peut également s'expliquer du fait que l'articulation de la cheville et ses structures n'aient pas été assez entraînées, justement à des positions, des mouvements et des formes, des versions et d'inversions à haute intensité et donc en position d'entorse. À rappeler que la cheville est une articulation qui se veut être mobile, donc les exercices que je te présente ici. Enfin, bref, vous avez compris le principe, ok? Donc, il y a plein Ici, de c'est dans vidéos la comme ça continuité des vidéos que j'ai faites que je sur vous le travail partage de sur, pied. sur Mais ce qui est Instagram différent que vous là, pouvez c'est que je utiliser. te montre une vidéo de travail de pied. Bref, vous avez compris le topic. Ici, c'est dans la continuité. La même chose encore là, j'ai d'autres vidéos sur le travail de pied, Tu veux l'explosivité, le devenir. blablabla. La même chose sur le travail, on va dire, qu'on appelle communément proprioception, qu'on appelle aussi vestibulaire quand il y a l'activation oculaire, qu'on appelle préventif, ce que vous voulez, où j'ai classé pas mal d'exercices, donc de décélération, d'absorption, d'atterrissage. Vous voyez, en genou, en contrôle moteur, en isométrie, en dynamique et contrôle moteur.
Et en fait, tout ça, ben, ça me permet de, ben, si je veux travailler en stabilité, en instabilité, d'avoir tout qui est trié dans l'ordre. Et ça, c'est un gain de temps énorme. Pareil, j'ai des vidéos là sur le Pour genou. la Je vous en santé de montre. tes genoux, 5 exercices simples et indispensables où tu vas créer ici une accélération volontaire et dans le même temps, sur la transition, générer des forces de stockage et d'absorption d'énergie élastique. Ces 5 exercices seront hyper bénéfiques pour la santé de tes genoux, mais aussi apprendre à freiner, feinter, décélérer et changer de direction. Pour la santé de tes genoux, 5 exercices. Je passe, désolé, je pense que vous êtes comme moi là-dessus. Je déteste entendre ma voix. Alex, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est horrible. Donc désolé. C'est pour ça que j'avance un peu. Donc voilà, là, c'est toutes des vidéos sur Insta. Vous pouvez trouver sur mon Insta sans problème. Mais en gros, c'est pour vous montrer quoi? C'est pour vous montrer que une fois que vous allez, voilà, là, une fois que vous allez trier, vous voyez ce poster-là? Ce poster-là, c'est tous mes exercices préventifs d'ischio, de chaîne postérieure et d'adducteur. Donc tous les adducteurs de hanche et de chaîne postérieure. Je parle pas de musculation, je parle pas de prépa physique, je parle rien, je parle juste de préventif et de prophylactique. Ben, j'ai tout là. Et vous voyez, il y a tout qui est trié de A à Z et dans l'ordre qui va m'intéresser. Et en fait, j'ai juste à sélectionner ma photo et à la mettre dans mes listes déroulantes et elle apparaît directement dans mes séances. Et en fait, c'est un gain de temps énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, je peux faire 20-25 séances différentes en 1 heure et demie, alors qu'avant, il me fallait 2 jours. Et vous savez vous comme moi, que créer des séances, on se met souvent la pression, le stress, etc. parce que ça me prend un temps ouf. Et des fois, on est même à improviser parce que ben, on est dans les bouchons en voiture, on se dit putain, on va faire quoi ce soir? J'ai pas préparé. On est là à penser quel exercice on va faire. C'est un casse-tête. Mais quand vous avez ce genre de truc-là, pour vous aider, c'est tout bénef. Et j'ai pris des années à le faire, mais franchement, aujourd'hui, je regrette pas du tout d'avoir sacrifié mes soirées plutôt que d'aller au pub avec les potes. J'avance encore. Là, c'est pareil, c'est pour l'épaule. Vous voyez, pour l'épaule, il y a tout qui est trié. Vous avez tout dans l'ordre. C'est un gain de temps énorme. Attends, sur des... Voilà, là, il y a l'épaule et quinze aller 20 vidéos sur mon Insta en sur l'épaule, ballerine. vous pourrez aller voir. Et là, c'est celui qui peut peut-être le plus vous intéresser. J'ai essayé, peut-être que j'en oublie, hein, peut-être que j'ai fait des erreurs, forcément. J'ai essayé de trier tous les exercices de musculation qui pouvaient exister. Je les ai triés, vous voyez ma flèche. Là, je fais bouger le curseur en haut à gauche. Tous les mouvements lower, donc bas du corps, single leg en poids de, pardon, pas en poids de corps, lower single leg, j'ai tout trié là, du plus simple au plus compliqué. Je vais essayer de bouger ça, voilà, en haut à droite. Donc d'abord, je commence avec halter et poids de corps, et puis ensuite, je bascule avec barre, et ensuite, je bascule avec barre ou halter, mais avec un enchaînement, une transition. C'est-à-dire, par exemple, tous les mouvements de transbosch. Par exemple, je me penche en avant un RDL, ensuite, je vais épauler la barre et faire une extension de hanche. Voilà. Ça, c'est unilatéral, bas du corps, mais en mouvement complexe. Juste en dessous, j'ai tous les mouvements bas du corps en genou. Tous les mouvements en dominant le genou. Donc, tous les mouvements et patterns de squat. Juste en dessous, j'ai tous les mouvements en bas du corps en hanche, en hips. Donc, tous les hip thrusts, les RDL, les good morning et tout ce qu'on veut, les kettle swing, etc. Juste en dessous, j'ai tous les mouvements haut du corps, un bras. Juste en dessous, j'ai les mouvements haut du corps en tirage, puis haut du corps en poussée, puis haut du corps en poussée verticale, ce qu'on appelle presse. Et donc, vous voyez, quand on a tout ça trié, ben, vous êtes tranquille. Pour créer vos séances, après, vous êtes tranquille. Vous avez juste à copier-coller la photo. Est-ce que vous avez des questions? Comme ça, j'avance. Savoir si j'avance ou On pas. arrête. Et attention. Ok, j'avance. Là, pareil sur l'haltéro. J'adore utiliser des complexes d'haltérophilie. Donc, j'ai créé quelques complexes d'haltéro sur le snatch, sur le clean and jerk, sur le jerk. Donc, c'est des choses qui peuvent être super intéressantes à travailler avec vos athlètes, en réathlé ou en développement athlétique. Donc là, il y a encore des vidéos, vous pouvez Trois trouver sur raisons. mon Insta. Celui qui m'a pris le plus de temps, c'est celui-là. Celui-là sur la plio. Parce qu'on est toujours à se casser la tête quel exercice de pliométrie on va faire, blablabla. Et vous avez vu sur le poster d'avant où j'avais tout trié sur le travail de pied, où il y avait les exercices sur le travail de pied. Et bien là, c'est tous les mouvements et les patterns en pliométrie horizontale. Une jambe et deux jambes. Ensuite, j'ai tous les mouvements en pliométrie en diagonale. Ensuite, j'ai tous les mouvements en pliométrie en verticale, en genou et deux jambes. Ensuite, vertical en genou et une jambe. Vertical en haute intensité et deux jambes. Blablabla, blablabla, blablabla. Et le haut du corps, pareil. Et une fois que j'ai ça, je crois, pour pas vous dire de conneries, le temps de prendre toutes les photos, de me filmer moi, ou de prendre des photos dans les livres, ou de faire des screens sur Internet ou je sais pas où, je pense que ce poster-là, cet onglet-là du Big Répertoire, j'ai dû mettre
et je ne l'ai pas encore fini, hein, et j'ai dû mettre, je pense, 3 4 mois à le faire facilement. Mais là, une fois que vous avez ça, ben, vous êtes tranquille. Parce que tous les exercices sont triés par ligne, donc par pattern, par direction, mais également par complexité, par avancée. Voilà. Donc là, pareil, il y a des vidéos sur mon Insta, blablabla. Je vais peut-être vous mettre celui qui concerne les erreurs, là. 3 grosses erreurs. 3 grosses erreurs que les gens font, pratiquants, coach ou préparateurs physiques, sur la pliométrie. Premièrement, le box jump n'est pas un exercice ni une contraction pliométrique. En deux, sauter pour réceptionner et atterrir sur un bosu, un WAF ou une surface instable n'est pas de la pliométrie. Et en trois, la contraction pliométrique n'est pas du balistique. Je t'explique tout en description. Voilà, en gros, donc c'est des posts qui peuvent être plus ou moins intéressants et pertinents sur Insta que vous pouvez retrouver. Oui, 3 grosses. Pareil, encore des trucs sur la plio, la puissance, blablabla. Là, ce sont des méthodologies, on n'aura pas le temps de l'aborder, mais peut-être je vais en aborder une. 10. Laquelle je pourrais aborder. Ouais, celle-là, la team, elle va vous parler. Parce que déjà, moi, c'est ma méthode préférée que j'applique sur moi-même depuis des années. En deux, c'est une méthode que j'utilise beaucoup avec des athlètes et qui est purement du ondulatoire. Et en trois, parce que cette méthode, c'est la méthode qu'a développé tout le modèle anglo-saxon, mais qu'a développé Christian Thibaudeau. Et Christian Thibaudeau, qui est un très bon pote à Alex et qui est aussi une connaissance de ma part. Donc, j'aimerais vous la présenter. Euh, cette méthode-là s'appelle la méthode Lawyer. C'est la méthode Lawyer System. Lawyer, ça veut dire couche en anglais ou coucher. OK? En gros, comment ça se présente? Je vais essayer de vous bouger ça. Voilà, tout le monde me voit. Comment ça se présente? Pour n'importe quelle séance que vous allez faire, vous allez utiliser, ou n'importe quel programme, en muscu ou sur terrain, peu importe, vous allez utiliser ce qu'on appelle une méthode Lawyer, c'est-à-dire une méthode par couche. Et c'est une méthode ondulatoire. Elle est très, très, très intéressante pour le développement de qualité physique. En gros, Christian Thibaudeau et, le méthode anglo et les intervenants anglo-saxons, ils ont développé ça de la sorte. La couche numéro 1, ok, elle va cibler les facteurs système nerveux central. La méthode utilisée en général, c'est la méthode de force max en ramping, c'est-à-dire en rampe par plateau. En général, on va faire 3 séries de 60 à 80% de l'ARM et ensuite 3 séries de 80 à 90% de l'ARM. On va faire 3 répétitions. Donc en tout, ça donne un 6 x 3. OK? 6 x 3 qu'on voit là. L'intensité de 60 à 90%. Un tempo, time under tension, TUT ou temps sous tension en français, en 3-1-X0, c'est-à-dire 3 secondes d'excentrique, 1 seconde d'arrêt en ISO. X, c'est une inconnue, c'est-à-dire qu'on va générer un maximum de puissance et de vitesse, et 0 en haut, c'est-à-dire qu'on repart directement sur la rep suivante. La récupération, 30 secondes à 1 minute. Et l'objectif, c'est atteindre son 3 RM. Ok, donc j'avais construit ce tableau-là et hein, vous allez pouvoir l'appliquer sur n'importe quelle séance. Donc admettons, sur cette couche numéro 1, la lower 1, vous allez faire un back squat. Ok, 6 x 3 de 60 à 90%, blablabla. La couche numéro 2, vous allez faire un cluster. Là, c'est très intéressant également. Cluster, c'est un 6 x 1 par exemple, à 80-90% de son RM, temps sous tension X, d'accord? 10 à 30 secondes de récupération. Et là, je vais faire un front squat. OK? La couche numéro 3, c'est plutôt du structural, donc du système nerveux périphérique. Et là, je vais utiliser ce qu'on appelle un hard 5. Je vais prendre par exemple un pistol squat ou un speed squat. Je vais faire un 3 x 5 en speed squat, par exemple, en fente bulgare. OK? De 75 à 80%. En tempo 2, 0, 1, 1 et 30 secondes ou à 1 minute de récup. Hypertrophie fonctionnelle. En couche numéro 4, je vais faire système nerveux périphérique, toujours mais en métabolique. Je vais faire de la force et de l'endurance. Je vais faire 3 séries 10 ou 3 séries 12 ou 3 séries de 15, de 60 à 65%. Et là, je vais choisir par exemple un air squat ou une fente arrière mais poids de corps ou une montée sur banc mais poids de corps. Ok, vous voyez? Ça se fait comme ça avec 20 secondes, 20 secondes de récup. Et à la fin, couche numéro 5, je vais être dans le métabolique, anaérobie lactique, en AMRAP. Je vais choisir un seul mouvement. Ok, ça peut être Gene Connery, moi ça peut être knees up, donc monter les genoux super vite. Ça peut être du climber, ça peut être, je sais pas, ça peut être du skip, donc des montées de genoux en gamme athlétique très rapide. Ça peut être du air squat également encore, peu importe. Et là, je vais faire un AMRAP, donc faire un maximum de tours entre 2 et 6 minutes. Ok, vous voyez là.
avec un maximum de répétitions et pas de récup. Et là, vous voyez, dans ma séance, j'ai travaillé de la force max, du système nerveux central, du système structurel et du métabolique. En gros, j'ai travaillé quoi? J'ai travaillé mes efforts dynamiques, mes efforts maximaux, mes efforts répétés et mes efforts dynamiques. Et j'ai une séance complète, j'ai pas d'interférence physiologique et j'ai travaillé en méthode ondulatoire. Est-ce que la team, je vous ai perdu ou c'est comment? Ou ça va? Dites-moi dans les commentaires, mettez un pouce ou mettez un smile ou mettez un truc, mettez un check si c'est OK. Please, un maximum de monde si j'ai pas perdu de monde, j'espère. Parfait, parfait, parfait. Allez-y, allez-y. OK, Alison, OK, Alan. OK, Alexis. OK, Kevin, Caperf. OK, Joris. Parfait, parfait. Non, OK, Camille. OK, Baptiste. OK, 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 OK. Trop bien. Bon, ben super. Trop bien, trop bien. Je continue, donc j'avance là-dessus. Là, il y a plein d'autres méthodes. Ça, c'est des méthodes en fait que je présente. J'ai pas le temps de vous les présenter là, mais que je présente dans ma formation Immersion Club Pro en vidéo et avec des exemples. Mais voilà. Quelques secondes. La méthode Wolfgang, elle est pas mal. Là, je vous présente aussi la méthode Squat Holiday. Squat Holiday, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est vous allez gagner 30%, vous allez gagner 30% de votre RM en squat, accrochez-vous bien, 30% jusqu'à 30% de votre RM, de votre 1 RM en squat en une semaine. En gros, vous allez faire 3 séances de squat par jour pendant 6 jours. Et ça, je l'ai faite et j'étais passé de 190 à 205 kilos en RM en une semaine. Vous n'allez faire que du squat. Je vous la présente rapidement, mais jour 1, une séance à 7 heures du mat, une séance à midi, une séance à 17 heures. Jour 2, pareil. Jour 3, pareil. Jour 4, pareil. Jour 5, pareil. Jour 6, pareil. Là, je prenais mon wellness, je prenais mon poids de corps et je prenais mon grip. Le training 1 à 7 heures du mat, vous faites un 10 x 3 en tempo 5 secondes de descente, 0x0. OK? 10 x 3. Vous faites juste ça. Ça prend une demi-heure. Vous allez vous reposer, vous mangez bien tout ça. Vous revenez à midi. Vous faites 6 x 5 en 4, 0x0. Vous mangez bien, vous récupérez bien, vous dormez, tout ce que vous voulez. Vous revenez le soir, vous faites 4 x 10 en 3, 0x0. OK? Et vous allez voir qu'en fin de semaine, votre RM, il va exploser. Je vous schématise un peu, j'ai pas trop le temps de rentrer là-dedans, mais c'est une méthode qui s'appelle le Squat Holiday. Ça a été développé par Wolfgang Unslod. C'est la slide juste avant, là, que vous pourrez retrouver dans mes formations, dans mes trucs où j'explique tout. Mais là, j'ai pas trop le temps. Est-ce qu'il y en a là, mettez-moi dans les commentaires, est-ce qu'il y en a qui ont déjà testé cette méthode de Squat Holiday? Oh merde, ça m'intéresse de savoir. Est-ce qu'il y en a quelques-uns ou quelques-unes qui ont déjà utilisé ça? Testé, approuvé, Louis, parfait, trop bien. Jamais je vais tester Caperf. Ok. Bah, tu pourras peut-être contacter Louis ou moi dans le groupe ou n'importe où sur Insta et je t'expliquerai parce qu'il faut vraiment être prêt mentalement, psychologiquement et nerveusement. Parce que on se fout de la gueule des filles, entre guillemets, des fois quand elles ont leurs règles. Mais je peux vous dire que quand on fait ce genre de trucs-là, on vrille, hein. Vous allez voir qu'au bout du 4 5e jour, vous allez être hyper irritable, vous n'allez pas beaucoup dormir, vous allez avoir les cuisses qui sont gorgées de sang, qui sont hyper gonflées, vous allez congestionner. Et moi, si vous regardez mon poids, j'ai pris 3 kilos en une semaine, je crois. Vous regardez mon poids, non, ou 2 kilos. Mon poids était à 75 kilos, j'avais fini à 77,5. Ouais, j'ai pris 2,5 kg en une semaine. Et en fait, c'est la congestion du squat, quoi. Trop dur physiquement les 2 premiers jours, c'est clair. Ok, merci la team, j'avance. Ouais, voilà, je vous mets tous les conseils pour le squat holiday pour bien le réussir. Blablabla. Bla, bla, bla. Là, ça, c'est plein d'autres programmes que je vous présente en détail dans mes formations. Ça, c'est tout ce que j'utilise comme conditioning. C'est hyper intéressant. Tout ce qui est aérobie au seuil ou capacité, j'ai tout détaillé là. Tout ce qui est anaérobie lactique en VMA, fartlek, intermittent long, j'ai tout détaillé dans les rubans en gris. Tout ce qui est anaérobie lactique en VMI courte, j'ai tout détaillé là. Et tout ce qui est anaérobie alactique, j'ai tout détaillé là. Et tout ce qui est power athletic training et velocity agility speed, j'ai tout détaillé là. En gros, c'est si vous ne savez pas quoi faire, c'est-à-dire combien de blocs par série, quelle intensité, quel ratio de travail, quelle distance, etc. J'ai tout détaillé. Enfin, quand je dis tout détaillé, c'est que j'ai détaillé une quinzaine d'ouvrages, mes recherches, ma pratique perso, mes échanges avec les coachs et tout, dans ce petit tableau tout pourri, mais qui, moi, m'aide énormément. Vous pouvez le prendre en photo, vous pouvez le prendre en screen, ça ne me dérange pas, il n'y a pas de problème. Ça prend juste des semaines et des mois à recueillir et à faire, mais si ça peut vous aider, c'est avec grand plaisir. J'avance. Ouais, voilà, je l'ai détaillé là en gros.
J'ai détaillé ici en gros. Donc tout ce qui est capacité au seuil, vous avez toutes les infos. Anaérobie lactique, pareil. Là, j'ai tous des tableaux, pareil, en VMA, en fractionné, selon la VMA en haut à droite. Vous voyez, si je suis à 22 km/h, je dois faire tel temps, tel temps, tel temps sur tel effort, tel effort, tel effort. Si je suis à 20 de VMA, si je suis à 18, si je suis à 16. Voilà, je vous ai tout mis. Sur piste d'athlétisme. Dans mon big répertoire, pareil, il y a aussi tous les exercices d'agilité, d'explosivité, de puissance, d'accélération, de conditioning, blablabla. Bla, 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 bla. Voilà la team. Je termine juste avec ce dernier. Enfin, je vous montre les slides là, mais c'est où je parle de tous les protocoles de prévention de blessures, le développement athlétique et les séances. Il me reste 10-15 minutes, même pas. Restez jusqu'à la fin parce que j'ai une énorme surprise pour vous. J'en ai même pas parlé à Alex. Et, enfin, j'en ai parlé, mais il ne sait pas ce que c'est exactement. Euh, Là, je vous présente quelques séances. Je vous ai pas mal parlé d'ondulatoire et de polarisé, mais là, je vous présente quelques séances. En gros, moi, je fais tout sur Excel avec des macros, avec des listes déroulantes, des tableaux dynamiques. Donc, en gros, ce genre de tableau, là, j'ai quasiment rien à faire. Ça me prend 1 minute 30 pour tout rentrer. Mais maintenant, alors que j'ai galéré pendant des années, mais Devenir un je vais sport. prendre d'autres séances. Là, c'est des séances, par exemple, je vais prendre le cas du handball. Je vais prendre, donc, vous voyez, par exemple, handball. Je vais prendre, allez, je vais prendre les pivots. Ok, je vais prendre les pivots. Voilà, une séance pivot, par exemple, une séance pour les pivots. Là, je vous mets une séance type. En haut, vous voyez, en haut, là, vous voyez ma souris. J'ai tous les patterns. Donc, c'était une séance à type neuromusculaire fast twitch, en full body, mouvement symétrique, en bilatéral et bipodal, en position de base, en vertical push, donc en poussée verticale, des mouvements combinés. J'utilisais surtout dans ma séance des dumbbells et des kettlebells. J'étais en salle de muscu, c'était pour le handball. Ok, donc voilà, ça c'était en gros tous mes critères de séance. Je sais où je vais comme ça. Là, c'était tous mes protocoles de prévention de blessures à faire. Ok, donc c'est ce que vous avez vu juste avant là. Hop, je reviens en arrière. Désolé, mais c'est pour vous montrer. Voilà, tous ces protocoles. Par exemple, protocole C, protocole D, protocole E, protocole F, etc. Si mon athlète, je lui ai dit, tu as D3, D4 à faire et E2, E3 à faire, ben, le mec, il va au protocole D, il va à la ligne 2, donc il a D2 à faire, il choisit deux exos ici. Ensuite, il a protocole D, D3, il va à la ligne 3, il a trois exos à faire là, ça lui prend 5 minutes, c'est marqué, 5 et 5 minutes, il fait ça, boum. Ensuite, protocole E pour l'épaule, bah, 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 bah. Il a par exemple, il a E3, E4, E3, donc protocole E, il va à la ligne 3. Il a trois exos à choisir. Protocole E, ligne 4, il a trois exos à choisir. OK. Et il fait. Et blabla, et blabla, et blabla. Et moi, du coup, dans mes Devenir séances, tout apparaît là. Je vous remontre. Tout apparaît ici en haut là. Vous voyez? Donc là, les pivots, par exemple, ils avaient A2, A3 à faire, B2, B3, C2, C3, G2, G3, G4. C'était pendant 20 minutes, ils avaient tout ça à faire, ça allait très vite, ils savent ce qu'ils ont à faire, et après ils enchaînaient sur la séance. La séance, il y avait de l'haltéro avec du dominator, il y avait du travail unilatéral et pliométrique, il y avait du haut du corps en push-pull, et il y avait du travail spécifique en pivot. Il y avait des extras pardon, et des skills à la fin sur épaules, grippe et gainage. Ça, c'était une séance, si je bouge mon curseur, 60 minutes. Voilà en gros. Je vous montre un exemple en vidéo. C'est deux temps, c'est bon, laisse-le, laisse-le. Il n'y a pas de risque de toute façon. Pousse. Synchronise les deux, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Là, voilà, c'était du travail sur pivot, donc des gros gabarits, hein, entre 1,90 m et 2,5 m, entre 100 kg et 120 kg. Pas qu'il aille derrière le bras. Voilà, bien sûr. Voilà en gros quoi. Donc comme ça, vous avez un aperçu global. Et tout ça, c'est sur Insta, la team, hein. Si vous souhaitez fouiller un peu sur mon Insta, n'hésitez pas, redescendez. Il y a pas mal de vidéos, vous allez tout trouver. Hop, j'enchaîne. Là, j'ai d'autres séances que je peux vous partager. C'est des séances, par exemple, de Force Max. Là, j'ai des séances, des exemples de Force Max, comment je travaille. Là, on travaille en linéaire. Vous avez vu 6 reps, 6 reps, 5 reps, 4 reps, 3 reps au fil des semaines. 8, 6, 5, 5, 4 au fil des semaines. C'est du linéaire ondulatoire, mais vous voyez, c'est une séance sur les cannes qui est très, très costaud, hein. On fait du box squat, on fait du front avec bande, on fait du trap bar, on fait de la fente arrière. Je peux vous dire qu'après ça, on ressort un peu en boitant. J'ai d'autres séances. Voilà, ça, c'est une séance type haltéro sur l'arraché, par exemple. J'ai un RDL power main opposée en ipsilatéral. Je vais l'enchaîner avec du snatch halter
Après, j'ai du high hang power snatch, départ mi-cuisse. J'ai du hip snatch pull. J'ai du drop snatch balance, départ clavicule et je vais shooter sous la barre. Avec de l'overhead squat. Je déteste appeler overhead squat, mais c'est du flexion snatch squat. C'est du squat d'arraché, quoi, tout simplement. Et à la fin, parce que des séances d'haltéro, on sait que c'est très, très chiant. Je me mets quand même un petit rappel biceps et un petit truc abdos gainage pour être un peu plus ludique, même si c'est pas ludique. Pareil sur le mouvement haut du corps. Vous voyez là, c'est une séance push-pull. Je commence avec du floor press en PAP, en activation. Ensuite, du tirage buste penché et de l'enchaînement bench press. Du T-bar avec du développé incliné. Vous voyez, c'est les mêmes directions. Même direction, même pattern. Du tirage traction avec du développé couché halter. Et je finis avec des finishers en triceps. Là, c'est le mouvement sur l'épaulé, par exemple, avec l'épaulé départ du sol, l'épaulé suspension, du good morning et du jeté nuque, du kettle swing en activation au début, de la prévention épaule tout en haut, très importante. Donc, vous voyez, vous avez tout ce type de séances-là. Bon, j'ai pas le temps de vous Ça, montrer la vidéo, mais voilà. Des séances encore sur les cannes, blabla, blabla, Veille et de il y en a plein d'autres. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus avant que j'avance, que je finisse ça? séjour. J'aimerais finir, là, il me reste 5 minutes. J'aimerais finir sur la détente verticale, sur des séances que je fais en détente verticale. Moi, personnellement, j'ai réussi à dépasser les 1 mètre de détente verticale. J'ai toujours sauté plus ou moins haut alors que je suis un petit gabarit. Et j'ai réussi à enseigner ça à pas mal d'athlètes qui ont eu des résultats probants. Si vous n'avez pas de questions, la team, je continue, j'avance. OK. Là, c'est des séances de détente verticale, OK? Vous allez voir, c'est hyper qualitatif et très, très quantifié. Il y a très peu de volume, en fait. C'est de l'hyperfréquence. Vous avez vu que là, les seuls exos que je fais sur la plio, eh ben, c'est du box jump approach, c'est-à-dire avec élan et je saute sur le box, ou du saut entre des haies. Et tout le reste du temps, c'est du hip thrust, du good morning et de l'atterrissage. Donc il y a très peu de mouvements pliométriques et saut en soi. Une autre séance, par exemple, je fais du D-lest, enfin comment on dit, du CMJ en assistance avec l'élastique sur le bloc A. Je fais de l'atterrissage avec l'élastique là qui vient me freiner. Donc, et ça va potentialiser pour le box jump juste après. Et je fais juste ça. Après, c'est que du travail d'épaulé, box squat et tout, parce qu'on sait que le travail de musculation et d'haltéro augmente la détente verticale. Sur une autre séance, là, j'ai du travail unilatéral sur du speed squat jump. J'ai du tuck jump. Tuck jump, c'est saut sur un box à une jambe. Et après, tout le reste, c'est du renfort. Et vous voyez, c'est très, 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 très qualitatif. Il y a très peu de volume. Est-ce que, avant de finir, là, j'ai terminé. Est-ce que vous voulez, avant de vous parler de la surprise, est-ce que vous voulez que j'aborde un petit peu le e-sport et Gentlemate ou pas du tout? Laissez-moi le savoir dans les commentaires, la team. Dites-moi oui ou non, et comme ça, je sais si je vous garde encore 5 minutes de plus. Sur Gentlemate, du coup, donc l'équipe de e-sport de Squeezie, Brooks et Gotaga, bon, je vous montre rapidement l'environnement. J'ai pas le droit de le faire, normalement, entre guillemets, mais c'est dans la formation Immersion Club Pro dans tous les cas. Mais ça, c'est les bureaux de Gotaga, pour ceux qui connaissent déjà. Donc j'avance un peu, mais en grosso modo, c'est ses bureaux à Paris, à Viguier. Euh, Là, c'est des vidéos sur le e-sport, ce qu'on mettait en Gamer. place. Je vais vous montrer ce qu'on mettait en place, par exemple. Méditation, introspection, protocole de respiration, mais également initiation au yoga, à la mobilité, au mouvement, aux automassages et bien entendu une partie importante de préparation physique et d'entraînement, ainsi que de préparation mentale et cognitive avec différents intervenants de renom et de qualité, où durant toute une semaine, staff et joueurs de la team Gentlemate, nous avons été accueillis à l'EGS de Bordeaux. Les infrastructures, l'environnement et l'organisation étaient au top, donc merci à tous pour l'accueil. Petite mention également à CryoRécup de Bordeaux. Tu verras quelques extraits en fin de vidéo. Qu'est-ce qu'on peut conclure? C'est que les athlètes sportifs, les athlètes gamers et les entrepreneurs ont d'innombrables liens et de points communs. Mais en attendant, patiente un peu. Du nouveau et de l'inédit prochainement. Donc, je n'en dis pas plus maintenant. Je te laisse profiter de la vidéo. Et pour plus de contenu. Ok, donc là, ce qu'on a mis en place et ce qu'on veut mettre en place sur le e-sport, c'est vraiment le travail oculaire, vestibulaire, annuler toutes les douleurs et les tensions qu'ils peuvent avoir dans le cou, dans les trapèzes, dans les poignets, les avant-bras, les hanches, etc. Certains doivent perdre du poids pour leur estime et leur confiance en eux et leur énergie. Certains doivent en gagner pour eh bien, leur énergie, leur confiance également. Et donc, j'ai pas le temps de tout vous montrer, mais voici des extraits de programmes pour les joueurs. Ça, c'est des routines d'avant-sommeil pour quitter les écrans un petit peu et varier en fait. Voilà, c'est des séances que je vous passe un peu en boucle là et rapidement parce que j'ai pas le temps de m'arrêter dessus. Mais
Voilà, dans l'e-sport, il y a énormément de trucs à faire. Là, vous voyez, c'est une vidéo sur des protocoles et un programme complet qu'ils ont à faire avant practice, avant de jouer, avant de gamer. Merci. Alex, merci encore et big up à toi pour tout ton travail depuis ce temps-là. Et puis, on se dit à Avec très vite, la respect. team. On espère vous voir de l'autre côté chez Expertise et avec Immersion Club Pro. Bye bye. Salut, bonne soirée.